Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Retrouvez Andé, animé par Ludovic Gavard. Ouais, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Un réel plaisir, mes amis, de vous retrouver pour 1h30 de handball. Ce soir, Andé est un peu stressé quand on va recevoir notre père à tous, aux animateurs et aux commentateurs de handball. Frédéric Brindel sera avec nous, il nous écoute. Alors, soyons sérieux. Il va pouvoir nous parler de sa passion pour le hand, entre autres. On va revenir sur la 14e journée de l'LNH avec un sacré match, le Classico avec un grand C, un match polémique également avec Ivry-Dunkerque, l'histoire du buzzer, un zoom sur cette équipe de Toulouse qui avait de l'ambition en début d'année et qui se retrouve à 9 journées de la fin, à 3 points de la relégation, et la LNH a décortiqué avec tous nos experts. Après la LNH, on parlera de Pro D2 avec un grand pas en avant d'Aix-en-Provence qui s'impose chez son plus sérieux adversaire Dijon, mais derrière un billard lâche rien et au contraire de la LNH, tout reste possible en Pro D2 pour le titre de meilleure équipe. Il y aura également la rubrique de Michael Hilles, les Français de l'étranger, avec pour invité ce soir Nicolas Ivakno, le pivot d'Idelsheim, j'espère que je prononce bien Mika, équipe de Bundesliga. Idelsheim, voilà. je crois, ouais. Idelsheim, parfait. Donc c'est une équipe de Bundesliga qui est mal en point quand même, on en reparlera tout à l'heure. Beau programme en perspective, comme je vous le disais, et pour m'accompagner chaque lundi, Michael Hilles, vous l'avez entendu, salut Mika. Salut tout le monde. Stan est également dans la place, salut Stan. Bonsoir à tous et à toutes. Benoît Perabous, salut Men. Salut, bonsoir à tous, et puis pour tous les fans de Kaboul Kitchen, faudra essayer de rester connecté le plus longtemps possible parce que Brindel ne sera pas avant 21h. Voilà, n'est-ce pas Romain et Vanessa, pour pas les citer. C'est bon, ça. Et Thomas, comment vas-tu Thomas? Salut à tous, ça va très bien, merci. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de LNH. Avant de parler de ce super classico, on va parler d'une polémique dans le match opposant Ivry à Dunkerque. Alors, je vous résume un peu la situation. Dunkerque mène d'un petit but. Il reste très peu de temps. Possession de Dunkerque qui perd la balle. Ivry part en compte, marque sur le buzzer. Le but qui aurait permis à Ivry d'obtenir un point du match. Le but est refusé. Ivry pose une réclamation pour faute technique. Alors tout d'abord, Benoît, Mika, est-ce que vous avez revu les images? Alors oui, moi j'ai revu les images plusieurs fois, essayé de les décortiquer, on en a parlé même à l'entraînement, mais c'est quand même très compliqué pour se faire un avis très impartial de ce fait de jeu, mais je pense que c'est quand même compliqué, difficile pour les Ivriens de se voir refuser ce but-là, parce que ça joue vraiment à très peu de choses, et ouais, c'est quand même une décision lourde de conséquences pour Ivry, et qui est quand même difficile à entendre. Alors, lourde de conséquences, comme tu le disais, Ben, Ivry qui est dernier, voit Paris à 2 points au lieu de 1 point. Benoît, j'imagine que Mika, je pense que tu en as entendu parler de ce fameux tir sur le buzzer. Bah oui, bien sûr, j'ai vu un peu les articles sur les différents sites, j'ai vu que Pascal Léandri était très remonté. Après, la polémique, je pense, n'a pas lieu d'être dans le sens où je pense pas que ce soit que dans le feu de l'action, les arbitres se soient posé des questions, à savoir c'est Dunkerque, c'est Ivry, telle équipe, on donne des points, blablabla. Bla bla. Je pense qu'ils ont juste fait ce qu'ils eux estimaient être juste. Et si moi j'ai pas revu les images, mais si Benoît dit qu'il les a revues maintes et maintes fois et qu'il a eu du mal à se faire un avis, bah au final c'était juste pile ou face quoi. Donc les arbitres ont tranché dans un sens. Malheureusement pour Ivry c'est lourd de conséquences. C'est vrai que ça aurait été un peu dommage dans la course à la 2e place que Dunkerque perde un point à Ivry, mais à mon avis, il n'y avait pas du tout de ça dans la tête des arbitres et c'est juste pas de chance, quoi. J'espère pas, mais c'est vrai qu'il y a quelques antécédents entre les arbitres et Léandri, donc j'espère qu'ils ont vraiment été impartiaux sur ce truc. On récolte ce que l'on sème. Justement, alors déjà, est-ce que la réclamation pour faute technique a une chance d'aboutir, Benoît? Ça s'est rarement vu. Toutes les réclamations que j'ai vues, quelles différentes les unes des autres, mais il y en a rarement une qui a abouti. Alors après, je sais pas. Ça m'étonnerait qu'ils remettent. Je sais pas. Ça m'étonnerait qu'ils remettent la parole
en cause d'arbitre et du juge En plus, techniquement, c'est dur à évaluer parce que si on regarde les images au ralenti, on n'a plus le son. Alors, il faut mettre le ralenti avec le son. C'est quelque chose de techniquement, c'est assez compliqué à réaliser. Je crois pas trop, mais que ça va aboutir. Mais je sais pas, peut-être. Mais... Est-ce que la polémique vient pas aussi du fait que ça plonge un peu plus Ivry en D2 et ça rapproche Dunkerque du combat pour la 3e place? La polémique, elle aurait été effectivement de cette course à la 2e place pour Dunkerque, mais je pense pas qu'il y ait de polémique dans le sens où faire descendre Ivry, parce que Ivry est un club historique et je pense que personne n'a envie de voir Ivry descendre en D2, donc je pense pas qu'il y ait il y a jamais de consigne de données, mais je pense pas qu'il y ait de feeling dans ce sens-là. Et si on pose un peu la question à l'inverse, Thomas, même Benoît, enfin tout le monde peut y répondre. Si ça aurait été Montpellier ou Chambéry à la place d'Ivry, est-ce que l'arbitre aurait choisi le but au lieu de l'annuler? Il y a plus de chances, il y a peut-être moins de pression. on peut toujours penser tout et n'importe quoi. C'est déjà arrivé déjà dans un match. Je continue de penser qu'ils ont vraiment fait dans leur ressenti sur le moment. Ils ont dû penser que effectivement la balle avait pas passé la ligne au moment du buzzer et siffler comme ça. Je pense pas qu'il y ait eu dans leur tête à ce moment-là. Ils n'ont pas le temps de réfléchir aux conséquences plus ou moins de tel ou tel. Je crois pas. Je partage ton avis. Je pense que voilà, ça s'est fait dans le feu de l'action et qu'ils étaient sûrs d'eux. Donc après, ça déclenche tout ce qui s'ensuit, mais je pense pas qu'ils ont fait ça à l'idée de nuire à Ivry ou de profiter à Dunkerque. Est-ce que les arbitres peuvent faire appel à la vidéo ou pas, ou c'est comme dans le football, pas du tout? Non, il n'y a pas du tout de vidéo dans le handball. À l'inverse du football, c'est pas du tout réalisable dans le handball parce que c'est toujours à l'appréciation de l'arbitre, donc ce serait des demandes de vidéo toutes les 2 minutes et ce serait absolument pas réalisable. Mais là, tu vois, là, c'est quand même à l'appréciation de l'arbitre. Mais je prends un exemple qui s'est passé au rugby ce week-end. Il y a eu un essai pour Toulon. Il y a eu la vidéo. Et là, c'était avec une ambiguïté avec la règle. Donc certains le donnaient, certains le donnaient pas. Chacun avait ses arguments. Mais même avec la vidéo, tu vois, c'est quand même toujours à l'appréciation de l'arbitre. Et là, il s'est trompé. Ça n'a pas eu d'incidence, mais bon. C'est pour dire que c'est l'arbitre qui choisit. Après, les incidents, je pense pas qu'il calcule sur le moment, quoi. On espère pour Ivry que ce point perdu pour l'instant ne soit pas décisif pour la suite de la compétition. Avant de parler du Classico qui nous a tous enflammés, on va dire, on va parler de Toulouse un peu, qui joue avec le feu, battu à Paris. Toulouse n'a que 3 points d'avance sur la relégation. Messieurs, est-ce que c'est inquiétant pour cette équipe toulousaine? Benoît. Non, c'est les favoris, c'est les chouchous de Mika à Toulouse. Alors, Oui, Mika, moi j'aime beaucoup cette équipe et j'en viens petit à petit à penser qu'il y a peut-être aussi un problème d'entraîneur parce que c'est vrai que ce Joël Da Silva avait pas forcément, moi je connais pas ses antécédents, mais c'était pas un entraîneur réputé dans le milieu. Il s'est vu parachuter comme ça à la suite de l'éviction de l'ancien entraîneur. Geslan, ouais. Voilà, Geslan. Et il a pas forcément, depuis qu'il est à la tête de cette équipe, il a quand même un effectif intéressant et les résultats ne suivent pas. Donc il y a un moment, les joueurs sont sans doute en cause, mais quand c'est répétitif comme ça sur plusieurs saisons, il faut aussi s'interroger sur la légitimité de l'entraîneur. Alors Joël Da Silva, qui je le cite, dit certains doivent arrêter de se dire on met un beau maillot, on donne le ballon à Fernandez, on a Daouda Karaboué derrière, ça va suffire. Voilà ce qui déclare un peu, et pareil, déclaration de Daouda Karaboué, ça a été relayé par notre site En Planète, qui dit je commence à être habitué à avoir des ambitions en début de saison et finir par penser au maintien à la fin, ça agace. Est-ce qu'on va pas, Ben, vers une démotivation des... Voilà, j'ai l'impression qu'on enlève Fernandez, on enlève Karaboué et l'équipe est au final. Non, mais c'est vrai que par contre, eux remplissent complètement leur rôle puisque les cadres font vraiment leur travail. Tant Fernandez que Karaboué sont vraiment présents depuis le début de la saison et même là depuis la reprise de février.
Fernandez est régulièrement le meilleur marqueur de son équipe, donc lui remplit pleinement ses fonctions. Maintenant, on voit des joueurs à côté de lui qui sont vraiment à la peine, à l'image d'Angelkovic qui fait vraiment une saison assez terne, même si il est important dans l'animation du jeu. Il porte vraiment pas sur le jeu comme il portait les années précédentes. Donc c'est aussi, je pense, envers ces joueurs-là que le coach veut faire réagir, parce que voilà, les cadres sont là, mais les joueurs à proximité sont vraiment en difficulté. Donc, pourtant, ils ont les armes, hein, donc non, voilà, je pense qu'ils vont acquérir leur maintien, mais c'est quand même décevant de les voir à ce niveau-là. Une petite question que je vous pose tous. On va commencer par l'avis de Thomas. Est-ce que Toulouse peut descendre, quoi, Thomas? Ben, malheureusement, ils peuvent descendre, oui, mais le problème c'est que avec des joueurs comme on disait, Fernandez, Caraboué, le problème c'est que eux ils sont toujours concentrés. Après, il faut que l'équipe se mette pas à leur niveau, mais qu'ils soient aussi ambitieux qu'eux. Et j'ai peur que peut-être qu'à un moment les joueurs comme ça baissent pas les bras, mais d'ici chaque week-end on passe après. Là, ils perdent d'un but. Donc Toulouse, ouais, comme tu dis, ils sont pas loin du premier relégable, donc ça va être tendu jusqu'à la fin, mais ils peuvent descendre, mais moi je les vois rester quand même, parce qu'ils ont quand même des joueurs de qualité, et je pense qu'ils vont se remobiliser et que ça va revenir dans l'ordre. Mika, es-tu inquiet pour cette équipe? Non, je suis pas inquiet. Je suis juste inquiet pour leur projet, parce qu'ils ont quand même un projet européen. Il y a des choses qui sont mises en place. Il y a du travail. Le staff derrière, je trouve, fait du bon travail. On parle peut-être de l'avenue de Didier Dinard, encore une grosse pointure. Donc le travail en amont, le travail des managers de club, il est fait. Donc après, je suis pas inquiet quant à leur descente, parce que je pense que ils vont gagner les matchs qui suffiront à les maintenir. Maintenant, cette année, je pense pas qu'ils termineront dans leurs objectifs ou proches d'une place européenne. Et j'espère que dès la saison prochaine, ils se remobiliseront et qu'ils arriveront à titiller un peu leurs objectifs. Sinon, le club risque de s'essouffler, et les cadres peut-être que ce club va moins attirer que ce qu'il le fait en ce moment. Ouais, Benoît, même question pour toi. Est-ce que Toulouse va s'en sortir? Ça serait un gros mot, mais est-ce que Toulouse peut descendre encore plus bas, quoi? J'ai envie de te dire que non, parce que voilà, comme on l'a dit, l'effectif est quand même pléthorique et est encore ambitieux sur les années futures. Donc c'est vraiment dramatique si l'équipe descendait. Maintenant, actuellement, ils sont vraiment dans une mauvaise phase. Il faut pas que un de leurs joueurs clés se blesse, ou peut-être que ce sera un mal pour un bien. Peut-être l'histoire de si un cadre est plus là, et peut-être les joueurs vont prendre plus de responsabilités et vont peut-être s'en sortir différemment. Mais de là à être vraiment inquiet sur la descente, je pense pas. Je pense que voilà, ils vont se retrouver dans le ventre mou, et ça va être une saison décevante vu leur ambition de début de saison, mais qui devrait quand même s'en sortir. Stan, même question à toi. Est-ce que Toulouse peut s'en sortir? C'est sûr que maintenant, au niveau du haut du classement, ils ont plus de coups à jouer, mais il y a pire qu'eux, donc ils vont avoir peut-être une fin de saison un petit peu monotone. Bon, je crois qu'on est tous d'accord, hein. Toulouse, grâce à leur cadre, faudrait pas qu'un Jérôme Fernandez se blesse, par exemple. On va parler du Classico un peu quand même, parce que bon, vous l'avez vu sur Canal, mais on va quand même en dire deux mots. Tout d'abord, comme je l'ai dit, c'est un Classico avec un grand C. Ça fait plaisir de voir enfin un match qui tient toutes ses promesses entre deux grosses équipes. J'ai envie de dire, dommage que Chambéry n'a pas réussi à prendre au moins un point du côté de Montpellier, Lucas. Oui, exactement. Je suis très heureux de m'être trompé la semaine dernière. Je pensais que ça allait être un match ennuyeux. Et finalement, à l'image un peu de ce que disait Benoît sur Toulouse, si les cadres sont pas là, là, il manquait un ou deux cadres. Et le reste de l'équipe a vraiment fait le travail. Bon, surtout Edin Bazic, Edin Bazic et Cédric Paty aussi, qui ont vraiment été très bons.
Et la défense de Benjamin Gilles et du jeune, je me rappelle jamais le nom, qui remplace Rouanet. Aide-moi. Paturel. Paturel. Donc non, ils ont fait le boulot, ils ont fait le spectacle. Et Montpellier qui s'en sort encore, pas miraculeusement, mais à l'expérience avec un grand Bojinovic dans le Money Time. Nikola Karabatic qui a été moyen tout le match et qui met le but qu'il faut à la fin. Donc non, c'était un match très intéressant à regarder. Ils l'ont dit sur Canal, c'était un des plus beaux matchs de la saison, si ce n'est le plus beau. Donc Chambéry qui a tenu son rang, mais voilà, qui a perdu un point. Et c'est pas plus mal pour comme je disais la semaine dernière, pour le suspense pour la fin du championnat. Comme ça, les 2-3 équipes derrière restent à portée de Chambéry et il y aura une vraie lutte pour la deuxième place. Alors, Benoît, est-ce que le fait que Montpellier, comme ça, l'emporte face à son dauphin, peut se permettre de peut-être, j'ai envie de dire, lâcher un peu de 1 ou 2 matchs de LNH pour se concentrer sur la Ligue des Champions? Bah écoute, ça me permettrait d'avoir gagné mon pari et d'avoir une défaite pour Montpellier. Sinon, je pense pas quand même qu'ils soient en mesure de lâcher des matchs. Peut-être qu'il y aura moins d'applications et ils auront peut-être des matchs un peu plus compliqués parce que justement, psychologiquement, ils y seront peut-être un peu moins s'ils ont d'autres échéances en vue. Mais de là à lâcher, je pense pas qu'ils lâchent. Après, le coach va peut-être se permettre de faire plus de rotation, mais c'est toujours un compétiteur. On sait que les dynamiques de victoire sont importantes dans un club et c'est pas vraiment dans la philosophie de canailler de mettre des matchs de côté. Donc les matchs il va les jouer, peut-être il va les jouer avec des équipes différentes, mais sur le papier ces équipes-là sont quand même ces joueurs-là sont complètement à même de pouvoir remporter ces matchs, même les seconds couteaux comme on dirait. Donc non, je pense pas de calcul. Mais pour revenir un petit peu sur le Classico, moi je continue quand même à penser que quand on regarde bien les deux effectifs, le jeu de Chambéry est vraiment plus sympa à regarder d'un point de vue vraiment handballistique que Montpellier. Je trouve que Montpellier a certes de très grands joueurs, mais un jeu assez haché, fait d'exploits individuels et de beaucoup de duels. Alors que Chambéry a un jeu beaucoup plus léché avec une organisation tactique autour de Dean Basic qui est beaucoup plus plaisant à voir jouer. On parlait du... Je veux juste noter par rapport au fait de lâcher des matchs, c'est un vrai débat parce que je pense que, comme tu dis, c'est un compétiteur et il le fera sans doute pas. Mais avec ce championnat, et, enfin cet enchaînement de matchs pour les internationaux, ce serait vraiment intéressant peut-être de pas se sacrifier parce que il a une équipe, même s'il met quelques cadres au repos, il a quand même une équipe pour aller battre des équipes comme Nîmes, Istres, Paris, Cesson. Et je pense qu'il gagnerait sans doute à reposer certains joueurs cadre dans le but de ces 2 matchs de Ligue des Champions qui arrivent, parce que mine de rien c'était quand même beaucoup plus en forme en n'ayant pas joué le mercredi que quand tu joues un match le mercredi, même si tu joues pas tout le match, tu t'es échauffé, ça te prend de l'influx psychologique. Donc mettre quelques joueurs au repos dans l'optique de ces matchs contre Hambourg, je pense que ce serait pas complètement bête. Il y a quand même aussi le fait de peut-être rester invaincu qui pourrait peut-être les motiver aussi dans ce championnat. Et c'est quoi l'objectif? C'est rester invaincu ou c'est aller au Final Four? Après, être invaincu, c'est beau, c'est gentil, c'est sympa, mais au final, ils seront champions. Ils seront pas champions plus petite mention invaincu, quoi. Donc, ouais. Moi, je préfère les voir avec 2 défaites et ils seront toujours champions, et les voir faire un Final Four qui recherche depuis plusieurs années. Ouais, et le prochain adversaire, c'est Barcelone pour Montpellier en Ligue des Champions. Bah, ouais, ça va être chaud. Embrouillé. Bah voilà, tiens, on parlait de l'invincibilité de cette équipe Montpellier-Rennes. Voilà, le prochain match, c'est à Tremblay, et Tremblay a chuté. On va pas. Si tu pouvais mettre quelques cadres au repos pour venir à Tremblay, ce serait parfait. Tu pouvais t'écouter, Mika. Donc on le disait, Tremblay a chuté
à Nîmes, 28-22. Un petit mot sur cette défaite, Ben? Ouais, oui, Tremblay à l'image de sa saison, très très irrégulier. Une très mauvaise entame. Et puis des Nîmois, même si ils étaient encore un petit peu affaiblis par les blessures, ont très bien joué, ont rien lâché, à l'image de leur valeur. Une bonne défense. Gardien Idrissi a été performant, et nous on a été en échec assez rapidement, tant dans notre jeu collectif qu'à la finition au tir. Du coup, on s'est retrouvé décroché assez rapidement. On a eu un beau sursaut d'orgueil pour revenir. On avait encore des balles pour revenir à égalité avant la mi-temps. Hélas, on manque encore de lucidité dans ces moments-là. Et puis voilà, la deuxième mi-temps n'est qu'une course poursuite pendant toute la deuxième mi-temps, mais qui a été vaine, puisque on finit à 6 buts et Nîmes mérite largement. Et Tremblay, voilà, à l'image de sa saison, très très irrégulier dans la performance et dans l'investissement. Un peu déçu, très déçu. Un petit mot pour ton cas personnel, tu n'as pas joué ce match-là, comment tu te sens? Alors j'ai joué malgré tout, mais peu, parce que j'étais blessé pendant la semaine, donc j'ai participé qu'à un entraînement la veille du match, donc je suis quand même parti avec le groupe. J'ai joué on va dire les 10 dernières minutes, mais c'était pas spécialement un cadeau, parce que il y avait déjà un écart assez fleuve, et on a quand même essayé de boucher ce qu'il y avait à boucher, mais c'était trop compliqué. Donc voilà, j'ai joué peu de temps, et l'état physique n'est encore pas satisfaisant. Donc là, on a 10 jours pour bien préparer Montpellier. Donc je vais essayer de bien me soigner pour être vraiment à 100% pour le match. Ouais, alors Nîmes Tremblay, hein, on l'a dit, on va faire vite fait un récap de tous les matchs de LNH, 20h22, il nous reste un peu de temps pour faire la Pro D2. Cesson Créteil 26-18, donc messieurs, n'hésitez pas à me couper si vous voulez revenir sur les matchs. Istres Célestat 34-23, Ivry Dunkerque, on l'a dit tout à l'heure, match polémique 27-28 pour Dunkerque, Nîmes Tremblay, on l'a dit aussi, 28-22, Paris Toulouse 27-26 pour Paris, Montpellier Chambéry, c'était Classico 28-27, Saint-Raphaël Nantes 39-30. Un petit mot quand même sur ce match-là. Un petit mot quand même, bah oui. Parce que c'était le match quand même phare avec le Classico, c'était le match phare de la journée. Ouais. Des candidats pour l'Europe, et puis Saraf qui réalise un très grand match. 39 buts, c'est vraiment une très belle performance, et donc se rapproche de Chambéry, donc maintient un peu ce suspense pour la deuxième place. Ouais. Surtout qu'ils reçoivent le dernier la semaine prochaine, cette semaine, non? Le 17. Ouais. Le 17, ouais. Il y a la coupe encore. Ouais. Un petit mot, Mika, sur Saint-Raphaël. Étonnant, hein, une équipe qui monte dans le championnat. Oh, étonnant, non, pas vraiment étonnant. C'est une équipe qui travaille depuis longtemps, depuis qu'ils sont descendus en D2 et qu'ils ont travaillé pour la remontée. C'est un club qui travaille bien, c'est un club qui a des ambitions et qui a des moyens financiers, qui fait des choix dans son recrutement qui sont assez pertinents, et ça paye, c'est la moindre des choses. Et c'est vrai qu'avec cette équipe de Nantes, ils jouent un peu à chat, et ils ont fait 4 rencontres, ils sont à 2-2, je crois. À chaque fois, c'est l'un qui bat l'autre, et ainsi de suite. Donc ça devait être un match intéressant à voir, même si Saint-Raphaël a dominé. Ces deux équipes qui luttent pour une place européenne, ça donne toujours des beaux matchs. Donc Saint-Raphaël sur une bonne lancée, et qui continue sa bonne lancée depuis le début de saison. Autant pour moi, c'est à Toulouse qu'ils se déplaceront le 13, et c'est sur Canal Plus Sport. Exact. Donc, un petit mot sur le classement quand même. Montpellier, on l'a dit, largement devant avec 34 points, mais derrière, Chambéry 26, Saint-Raphaël 24, Dunkerque 23. Ça me semble bien parti pour ces 4-là pour se disputer l'Europe. Nantes un peu plus loin, hein, 19 points. Tremblay 6e quand même, hein, Benoît. Dommage de ne pas avoir pris 2 points du côté de Nîmes. 16. Ils sont à 16 points, égalité avec Cesson.
Et on l'a dit tout à l'heure, Ivry qui ferme la marche avec 8 points, Paris également 10 points, et c'est inquiétant hein, pour Toulouse, Créteil, Nîmes, Istres, qui sont pas à l'abri non plus d'une mauvaise surprise. Allez, on va passer à la Pro D2 également. Il y avait aussi un gros match, hein, un gros choc de Pro D2. Aix-en-Provence se déplaçait à Dijon, et Aix a brillamment gagné son match face à son plus fort concurrent, j'ai envie de dire. Michael, tu y étais sur les parquets, tu as même fini meilleur buteur avec 7 buts. J'entends déjà qui est en train de dire ouais, il y a 3 pénaux quand même. Anecdotique. Anecdotique. Peux-tu nous dire un peu le fil du match? Comment Aix s'est comporté dans ce match ô combien important? Eh ben, on a très bien entamé le match. Le coach adverse, Denis Latou, nous a proposé une 3-3, qui est assez surprenant parce qu'on a quand même des joueurs de duel aussi bien sur la base arrière que sur la base avant. Donc on a assez vite fait exploser cette défense 3-3. Derrière, on a très bien défendu avec une grosse 6-0 alignée. Et on a pris un peu le large. Après, on s'est fait remonter juste avant la mi-temps. Ils sont revenus à 2 buts. Et en deuxième mi-temps, ça a été accroché pendant 10 minutes. Et après, on a réussi, je pense, grâce à un plus grand nombre de rotations, à imprimer un rythme et à creuser l'écart. Donc, on a creusé l'écart et ils sont revenus dans les dernières minutes. On a encore été un peu fébrile. On était à plus 5, il me semble. Ils remontent à plus 2, mais c'est plus parce que de notre côté, on essayait de gérer le match sans prendre de risques. Et non, au final, c'est une belle victoire. Ça nous fait du bien. On en avait besoin et on la voulait vraiment. On a travaillé pour et on est content. On est dans nos objectifs, même si derrière, ça s'accroche et ça veut rien lâcher. Ouais, 31-29, hein, Aix-en-Provence face à Dijon. Mais derrière, comme tu le dis, alors, Mika, est-ce que je me suis trompé quand je t'ai dit que Dijon était peut-être l'adversaire le plus coriace? Ça a pas changé, hein. Il y a 4 équipes qui vont se disputer la première place. On a peut-être fait un petit pas sur Dijon ce week-end. On recevra Mulhouse pour essayer de les distancer aussi. Après, Billière, je crois qu'ils ont un calendrier assez sympa quand même. Ils vont recevoir Dijon. Ils ont joué contre nous et contre Mulhouse dès l'entame de la deuxième partie. Donc, il va pas falloir perdre 2 points et il va falloir rester quasi invaincu jusqu'à la fin du championnat pour espérer être premier. Bon, Benoît, on sait très bien que ton cœur est à Dijon. Est-ce que tu as eu un peu de tes potes de là-bas ou pas? Mon cœur est à Dijon, mais comme je l'avais dit la semaine dernière, j'étais quand même de tout cœur avec Aix, puisque il y a quand même l'entraîneur et Mika qui sont de très bons amis, et du coup j'avais quand même une petite pensée pour Aix, parce que j'aimerais vraiment qu'ils montent en première division. Donc j'ai pas eu de Dijonais, puisque c'était une période déjà il y a un certain temps, et c'est plutôt des jeunes maintenant, et c'est aussi les limites de ce groupe, pas tant la jeunesse, mais c'est surtout au niveau de l'effectif qu'il y a de la qualité dans cette équipe, mais il manque de la quantité, et c'est vrai que ça leur fait défaut déjà l'année dernière quand ils étaient en première division, et encore en D2, les rotations sont insuffisantes. Et d'ailleurs, on avait lu dans la semaine qu'ils avaient recruté un Monténégrin, je crois, et en fait, il s'avère que ce joueur-là n'a pas signé, donc même s'ils sont candidats pour ces playoffs, leur manque de rotation est quand même très préjudiciable. Alors, on l'a dit, Aix-en-Provence prend la tête du championnat, garde la tête du championnat avec 40 points. Juste noter une belle rentrée chez nous, et je pense que c'est aussi ce qui a fait la différence des 2 recrues qu'on a eu à l'intersaison, là. Un arrière droit, Savic, qui nous a mis 2 buts importants, notamment dans le Money Time, et Vladislav Stojanovic, qui est très posé, j'ai envie de dire. C'est un joueur intelligent. C'est pas une foudre de guerre, mais il a mis des buts importants, et dans le Money Time, quand habituellement on n'arrive pas à tuer le match, c'est lui qui met le but qui nous libère. Donc c'est vraiment une rentrée intéressante et un recrutement judicieux, je pense. Leur intégration se passe bien alors. Très bien. Il manque plus qu'à parler français. Parce que ça parle un peu trop yougo maintenant.
Il n'y a plus Et qu'à. je crois d'ailleurs que le coach s'est mis au Yougoslave. Exactement. Et toutes Jérémy Roussel parle plus que en Hitch maintenant. Voilà. Il s'est mis un peu comme coach Faïd. Exactement. Allez, on enchaîne on finit avec la Pro D2 pour enchaîner avec la rubrique de Mika, hein, les Français de l'étranger. Juste le temps pour moi de vous dire que Mulhouse s'est imposé à Saintes et que Billère s'est imposé à Angers, 2 victoires à l'extérieur. Donc mauvaise opération pour Dijon, hein, qui est relégué 4e place à 4 points d'Aix-en-Provence. Mais derrière Aix, à la 2e place, Billère, 47 points et Mulhouse, 46 points. Autant dire que par rapport à la LNH, rien n'est joué en tête du classement. Par contre, pour les autres résultats, Besançon-Saumur 30-26 pour Besançon, Massy-Nancy 35-30 pour Massy, Ponton-Combo et Vernon score nul 32 partout, et Nanterre-Chartres 32-30 pour Nanterre. Donc on a dit les premiers, et les derniers, c'est Ponton-Combo 33 points, Angers 33 points, Massy 32 et Nanterre 28. Voilà une belle Pro des deux, messieurs. Je crois on peut passer avec la rubrique de Michael Hilles. Le temps pour moi de passer le jingle que tout le monde nous envie. Eh oui. Donc, allez, un petit jingle et on reçoit tout de suite ton invité, Mika, que tu vas nous présenter. Allez, c'est parti pour le jingle. Les Français de l'étranger, Michael Hilles. Allez, c'est parti, Mika. Ah, excusez-moi, j'avais oublié d'ouvrir le micro. Donc, voilà, il a 32 ans, il a déjà pas mal vadrouillé. Après la France et le titre de champion de Suisse, il a posé ses valises au pays de la saucisse et de la bière. Nicolas Vergnaud nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Nico. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, je te pose la question que je pose à tous mes invités. Pourquoi avoir quitté la France? Oh, ben moi j'ai quitté la France, c'était pas tant pour le hand, c'était plutôt pour connaître une nouvelle aventure humaine, voir un peu comment ça se passait de l'autre côté de la frontière. Donc au départ je suis parti en Suisse, la Suisse où ils parlaient allemand, voir comment ça se passait là-bas. Et puis ensuite j'ai eu l'opportunité d'aller en Allemagne, donc voilà, c'était surtout pour découvrir autre chose, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu du championnat suisse? Parce qu'on a eu encore personne qui avait joué dans ce championnat. Quel est le niveau du championnat? Est-ce que ça équivaut à la D1 française? Est-ce que c'est un peu en dessous? Non, ça équivaut pas à la D1 française. Maintenant, il y a le haut du classement, il y a Schaffhausen qui est une équipe qui joue sur la place européenne depuis un moment, c'est très bon. Puis bon, nous on avait avec notre équipe, on a remporté le championnat cette année-là, donc il y avait une équipe avec Basic qui joue à Chambéry maintenant. Il y avait Franck Locke, pivot avec moi, qui avait été élu meilleur pivot sur le championnat d'Europe. Bon, on avait une équipe quand même sympa, donc à l'entraînement c'était un niveau qui était intéressant. Maintenant, le niveau en lui-même sur l'ensemble du championnat, c'était en dessous du niveau de la D1 française. D'accord. Comment se sont faits les contacts avec l'Allemagne par la suite? Ben, en fait, il y avait eu mon ami Damien Cabengele qui avait joué à Hildesheim, lui, juste avant que j'y arrive, quand ils étaient encore en D1. D'accord. Et donc, il avait parlé de moi au coach et l'agent avec qui je travaillais à l'époque, on va dire, il avait fait le contact et donc ça s'est fait comme ça, quoi. D'accord. Et tu es donc depuis combien de temps là maintenant? Ben là, c'est ma 4e année. D'accord. Et tu as vécu une montée alors? Ouais, voilà. On a fait donc l'année dernière, on a eu pas la chance, mais le bonheur de pouvoir jouer cette montée. Et puis, donc voilà, ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler la formule de la montée en Allemagne, parce que c'est un peu différent du championnat français, il me semble. Alors en fait, l'année dernière, ça a changé entre l'année dernière et cette année, mais l'année dernière, il y avait la D2 Nord et la D2 Sud. Et donc, le premier de chaque poule montait en D1, et le deuxième faisait un barrage, donc le deuxième de la D2 Nord contre le deuxième de la D2 Sud.
Et le Ouais. gagnant de cette rencontre aller-retour faisait un barrage contre l'avant-avant-dernier de la D1. Et vous aviez fini premier ou deuxième? On avait fini premier. D'accord. sur Donc le- une montée directe. Ça s'était joué, hein, donc c'était très chaud. Cette année, ça a changé. Cette année, les deux D2 ont fusionné. Et D'accord. donc, il n'y a plus qu'une D2 allemande. Et c'est les 3 premiers qui montent automatiquement maintenant. Et les 3 derniers qui descendent. Ah, il n'y a même plus un barrage entre le troisième et le troisième de D1. Non, non, non. Il n'y a plus de barrage. Non, non. D'accord. Ça, automatiquement. Donc, la situation de ton club en ce moment est un peu difficile. Vous êtes dernier de Bundesliga. Quels sont les objectifs pour la fin de saison? Oh, ben, nous, on va dire depuis la mi-décembre, on sait que ça restait en D1. Les chances étaient plus que limitées. Bon, là, maintenant, les objectifs du club, c'est préparer Ils préparent donc pour l'année prochaine la D2. Donc voilà, parce que la D2, bah, du coup, de la nouvelle formule ayant fusionné, le niveau est devenu vraiment, il s'est vraiment élevé. Donc du coup, ils préparent l'année prochaine, quoi. Hein. Donc voilà. Justement, Nicolas, bonsoir. J'ai Bonsoir. une question d'un internaute, un Bibine. Ça ne passe ça se passe pas très bien en championnat. Que manque-t-il à votre équipe pour bien figurer en Bundesliga? Est-ce que c'est un manque de moyens? Bah, manque de moyens, c'est vrai qu'en fait, là, l'équipe, on va dire, entre guillemets, depuis un mois, bon, déjà au niveau des dirigeants, il faut savoir qu'on avait quand même une équipe qui était un peu. On avait un budget un peu léger. Bon, on est plusieurs équipes dans ce cas-là. En Bundesliga, on est arrivé. Là, ils ont quand même vendu. Il y a trois joueurs qui sont partis, dont Stojanovic qui est parti avec Aix-en-Provence. Donc voilà. Par exemple, les derniers matchs, on n'a que deux arrières. Donc c'est Anneli qui joue le rôle du demi-centre. Donc voilà, il y a un peu de bricolage avec les blessures, avec les départs, avec le changement d'entraîneur aussi. On a changé d'entraîneur fin décembre. Donc en fait, il nous a pas manqué grand-chose. Il nous a pas manqué grand-chose sur le début de la saison. On perd pas mal de matchs. On perd 4-5 matchs de 1 ou 2 buts. Donc voilà, du coup, si ces matchs-là, on est arrivé à les conclure, parce qu'on était devant à chaque fois de 4-5 buts, et puis on perd sur la fin, bah, on serait peut-être encore dans la course pour se battre pour le maintien. On voit que là, ouais, pardon. Justement, par rapport à ces défaites d'un but régulière, c'était quoi exactement les raisons? Parce que j'ai vu que vous étiez quand même une équipe assez jeune. Toi, tu fais partie des plus anciens dans l'équipe. Et est-ce que ça fait partie des causes de ces défaites de si peu, ou c'est que les autres étaient supérieurs? non, les autres, bien sûr, il y a des équipes qui nous sont bien supérieures, mais après, dans le ventre mou, ça se joue quand même à pas grand-chose. Après, c'est vrai qu'on a manqué pas mal d'expérience. Maintenant, on avait quand même des joueurs d'expérience, même si on était assez jeunes. On avait quand même Vladislav, donc Stojanovic, qui a vraiment pas mal d'expérience. On avait les joueurs pour aussi. Il y a eu un peu de malchance, j'ai envie de dire, et puis un peu sûrement d'inexpérience par rapport à la jeunesse aussi de certains joueurs, quoi. Puis il y a eu un problème aussi, bon, avec le coach, c'est pas passé, c'était un nouveau coach, le courant n'est pas passé avec les joueurs. Du coup, il y avait rien qui était trop. C'est un coach allemand? C'était un coach allemand, oui. Et pour revenir à toi, personnellement, tu es seul sur le poste, vous êtes deux, comment ça se passe la répartition entre... je sais que toi, à un moment, tu étais beaucoup dans le milieu défensif, donc est-ce que là, tu as un rôle attitré, ou est-ce que c'est... comment se fait la répartition avec ton coéquipier? En fait, on était deux, là, cette année, on est 3 pivots. Depuis le début de l'année, c'est vrai que quand j'étais en France, j'avais un rôle un peu plus défensif. Là, depuis que j'étais arrivé ici, je fais l'attaque et la défense. L'année dernière, j'ai pas eu
pas eu trop de pépins, donc j'ai pu tenir mon rôle un peu tout le long de la saison. C'est vrai que 64 buts. Ouais. J'étais à regarder tes stats. Ouais. Et puis voilà, donc cette année c'est un peu différent parce que là, tous les week-ends c'est vraiment des équipes. C'est ça qui change vraiment par rapport à la France. Il y a une ambiance, c'est vraiment tous les week-ends l'énergie qui est demandée est quand même bien au-dessus de cette année dernière qu'on peut retrouver en D2 par exemple. Donc bon, c'est pas possible de tenir une heure attaque-défense. Donc je tiens beaucoup mon rôle en défense. Et après en attaque ça change, ça dépend des matchs, mais c'est plus réparti. Ouais, sur un point de vue plus personnel, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce joueur Slaviša Stojanović qui est venu à Aix-en-Provence? Oui, moi je m'entendais bien avec lui. Bon, ça c'est au niveau personnel. C'était un bosseur. Enfin, je pense que c'est un bosseur. C'est un gars qui fait pas de vagues, quoi, qui est dans son coin, qui fait ce qu'il a à faire. Par exemple, pour Vadissa, bon, ça s'était pas très bien passé avec le coach, mais c'était pas le seul, quoi. Hein, c'était sans qu'il y ait plus d'histoire que ça. Maintenant, moi, pour avoir joué avec lui pendant 6 mois, j'ai trouvé qu'il faisait vraiment des trucs qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui étaient capables de faire. Donc c'était vachement intéressant. En plus sur le poste de demi avec le pivot, c'est dommage. Je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas eu le temps ici de pouvoir s'exprimer parce que c'est un super joueur de handball, quoi. D'accord, super pour nous. Ouais. Et de ton côté, qu'est-ce que tu envisages pour la suite? Tu veux rester en Allemagne? Tu veux revenir en France? Bon, à ce niveau-là, l'objectif c'est de revenir en France. Donc voilà, on est en train de travailler. On est en train de travailler pour ça. Donc voilà, ça devrait se décanter dans pas trop longtemps, je pense. Et Donc, avec quel club? Pour l'instant, on verra. un club de LNH ou de Pro D2? Ça, c'est pas encore bien précis. Bon, vous nous faites l'exclu dès que vous pouvez en dire plus, d'accord? Allez, ça marche, pas de problème. Allez, ça c'est noté. Les gars, vous mettez la date. Hein. C'est podcasté, donc c'est enregistré, il n'y a pas de souci. C'est parfait. Justement, Nicolas, est-ce que vous suivez un peu le handball de français? Oui, non, j'ai toujours un œil sur les sites pour suivre un peu ce qui se passe. En plus, la LNH, là, ces derniers temps, c'est vrai que le niveau est vachement plus homogène, donc c'est vachement intéressant de regarder ce qui se passe là. Et le week-end, j'ai Canal Plus aussi, donc ça permet de suivre les rencontres. Est-ce que vous avez l'impression quand même depuis que vous êtes parti en France que le niveau médiatisation, le handball commence à prendre son envol? Ah oui, c'est sûr que le passage avec Canal+, ça a donné un gros tournant en rond, je pense. Ouais, je pense que oui, la médiatisation a été non, c'est beaucoup mieux exposé qu'avant. Ouais. Alors, un petit mot quand même aussi, Nicolas, on peut pas ne pas vous la poser. L'association Daouda Karaboué Cœur d'Afrique, vous êtes avec justement Daouda et Damien, vous êtes un peu les fondateurs. Alors pourquoi s'être lancé dans cette aventure? En fait, à la toute base, c'était bon, Damien c'est un ami de longue date, on était à Montpellier ensemble, puis Daouda aussi. Et c'est vrai qu'à la toute base, ils avaient un autre projet de faire un match, donc c'était les Blacks européens qui devaient aller faire un match en Côte d'Ivoire contre une sélection africaine. Et puis bon, il y avait pas mal d'événements en Afrique, donc du coup c'était tombé à l'eau. Et je me suis retrouvé à proposer à Daouda un soir en buvant un verre, en disant si tu veux, moi je veux bien faire partie du projet s'il te manque des joueurs. Donc à la base c'était juste un match qui était prévu. On était partis donc juste les trois, parce qu'il n'y avait pas grand monde qui était venu au final.
Et puis en arrivant, on a été surpris de l'accueil, les gens, comment ils attendaient en fait beaucoup de nous. Ils attendaient pas qu'un match. C'était vraiment, ils attendaient plus que ça. Donc on a décidé de créer cette association pour pouvoir les aider à différents niveaux, comme l'aide de matériel, venir tous les ans pour faire un match aussi et des entraînements. Donc voilà, c'est parti un peu comme ça, quoi. On a perdu Ouais, Lisa. Oui, on a perdu l'animateur. Tu l'as troublé là. J'avais ouais non je disais en off du coup parce que j'ai mon micro coupé. Si vous pouvez nous donner un peu les plateformes sur lesquelles on peut peut-être faire un don. Si vous pouvez nous le rappeler, on sait qu'il y a le site, mais si vous pouvez Et nous puis rappeler. en plus, bientôt, je crois que le 12 mars, il y a un événement aussi qui est consacré à ça, non? Le 12 mars. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, depuis 2-3 mois, là, j'ai un peu décroché par rapport à ça. Mais je sais qu'ils font des événements. Ma position en Allemagne ne me permet plus d'être aussi actif qu'avant. Mais je sais bien. Qu'est-ce qui se passe le 12 mars à Lausanne? Je crois qu'il y a un concert qui est organisé par un groupe d'étudiants au profit de la journée. Plus, j'attendais que Nicolas nous en dise un peu plus. Ouais, non, on m'a pas. On va appeler Daouda vite fait. Ouais. Non, ça, je pourrais faire passer l'info là. Je pourrais faire passer l'info la semaine prochaine pour ça. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On espère avoir de vos nouvelles très bientôt et Je crois pourquoi qu'il pas. doit y avoir une ou deux questions par le chat. Je pense que Thomas, Ah oui. chat, Ouais. va Il y a nous faire des questions. Ouais. Question de chat, allez Nico, c'est pour toi. Donc, il y a un auditeur qui te demande ce que tu pensais de la situation du Paris Handball actuellement. Ce que je pense de la situation du Paris Handball. Ouais. Le Paris Handball, c'est vrai que c'est une situation un peu difficile pour eux là, mais surtout que bon, j'ai des amis là-bas. Maintenant, je pense que c'est une équipe qui va réussir à se maintenir parce qu'ils ont des bons caractères, ils ont des joueurs à caractère, dont Ibu, Saïd Ouksir, etc. Donc voilà, je pense que c'est un peu difficile, mais qu'ils vont réussir à se maintenir, quoi. Thomas, D'accord. une autre question ou c'est... Bah, il y avait les. Ah oui, il y en a une qui vient d'arriver là. Est-ce que t'es ami avec Saïd Ouksir? Oui. D'accord. Ouais. Saïd Ouksir, Imadio, c'est un peu... Ça tourne autour aussi de la sauce. Hein. Ils font tous plus ou moins partie de l'association. La petite phrase avant de nous quitter, Nico, que Stan va vous demander de répéter. Je vais bien articuler parce que généralement les invités ne comprennent pas. Donc la petite phrase que tous les invités ont la gentillesse de dire pour nous, c'est ici Nicolas Ivakno, bienvenue sur Radio Talk and Sport. Allez, c'est parti. Ici Nicolas Ivakno, bienvenue sur Radio Talk and Sport. Eh ben, Merci c'est parti. Nicolas. Et que la force soit avec toi. Ouais. Ça c'est du off, on va pas vous dire pourquoi on le dit. Merci, Nicolas. C'est par rapport à Star Wars, etc. C'est une longue histoire de handballeur en plus. Donc, En plus, vous nous la raconterez la prochaine fois que vous viendrez avec votre nouveau club. Allez, ça marche. Comme ça. Allez, la date est prise. Merci Nicolas d'avoir été Merci Nico. Ciao. Merci à vous. Ciao tout le monde. Ciao. Merci Nicolas. Allez, il nous reste 10 minutes avant de recevoir Frédéric Brindel. On va pouvoir tout simplement parler peut-être des tirages de la Ligue des Champions. Hein. Ça s'est passé mardi dernier, donc on n'a pas pu vous le dire. Et puis le tirage de la Coupe de France. Alors voilà, le premier événement, la Ligue des Champions. Gros tirage pour Montpellier, messieurs. C'est tout simplement sûrement la meilleure équipe d'Europe, c'est le Barça. Alors, est-ce que Montpellier a une chance de battre Barcelone, Michael? Oui, bien sûr. Je vois pas pourquoi ils auraient pas de possibilité de battre Barcelone. C'est sans doute la meilleure équipe d'Europe, effectivement, en ce moment. Maintenant, c'est sur match aller-retour. Barcelone a aussi des matchs de championnat difficiles. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, moi j'espère que Canaillé va avoir l'intelligence de préserver un peu
certains joueurs pour pouvoir aller dans à ce match dans les meilleures conditions. Et je pense qu'ils ont les armes pour y arriver. Maintenant, dernièrement, ils n'ont pas été extraordinaires sur leur dernière sortie. Il va falloir qu'ils remettent certaines choses dans le bon sens, notamment les pertes de balles et la réussite au shoot. Mais s'ils arrivent à régler ces quelques petits problèmes individuels, je pense que ils ont les armes pour bien figurer dans cette compétition et aller battre Barcelone. Et toi, Ben, confiant pour Montpellier? De toute façon, il n'y avait pas de petit tirage non plus. Hein. Voilà, c'est ça. À la base, c'était un grand d'Europe qu'ils allaient rencontrer. On pensait que le meilleur, quoi, ou le moins pire, ce serait Hambourg. Ça aurait été Hambourg pour Montpellier. C'est Barcelone, avec match retour à Barcelone. Donc ça veut dire quand même une lourde tâche pour eux. Mais voilà, Barcelone n'est pas non plus spécialement très heureux d'être tombé sur Montpellier, parce qu'on sait que Montpellier fait partie quand même des grandes équipes d'Europe. Je suis quand même, même si je suis très chauvin et que j'aimerais équipage, je suis quand même inquiet pour la formation montpelliéraine sur ce tour, parce que Barcelone c'est vraiment du très très solide. Et Montpellier, à l'image de son classico qui passe, mais qui est quand même un peu à la peine. Donc j'espère qu'ils vont retrouver ce lien un peu plus collectif et arrêter de se reposer sur des individualités qui, quand sont performantes, ça peut aller très loin, mais quand ces individualités sont un petit peu en dedans, ça peut tout de suite mettre l'équipe en difficulté. Donc ça risque d'être une belle affiche. Donc deux très beaux matchs en perspective. Maintenant, l'issue de ce 16e est quand même compliqué pour Montpellier. Thomas, est-ce que tu as un petit avis là-dessus? On sait que Montpellier, c'est le dernier club qui représente le championnat de France. Bah oui, comme Benoît, moi je suis chauvin et Montpellier m'a fait quelques belles émotions en Coupe d'Europe. Donc moi j'y crois. Certes c'est Barcelone, mais bon, ils ont leur chance. Après, il faudra faire le match quasi parfait pour passer. Puis Barcelone aussi, a quand même, c'est le tenant du titre, donc c'est encore plus élevé. Mais c'est un gros challenge et je les vois faire une bonne prestation et après on verra l'issue. Mais moi je les vois à ta question, je répondrai c'est possible de créer l'exploit, oui. Ouais, parce que derrière, même s'il s'échappe du piège barcelonais, il y a toujours du lourd. Mais bon, ça, si on veut être champion d'Europe, il faut battre tous les clubs. Stan, est-ce que tu sens les Montpelliérains armés pour battre le Barça? Ils sont armés. Après, si tu veux mon avis personnel, moi, défenseur des victoires espagnoles aussi, donc je vais être cash, je serai un petit peu aussi pour le Barça. Donc non, ça va être un match serré, indécis je pense jusqu'au bout, mais avec un léger avantage quand même pour le Barça. Au fait, Stan, t'es viré. je suis ultra provocateur. Non mais c'est vrai, en plus c'est ce que je pense. Allez, bonne soirée Stan. Merci les mecs, à plus. Ciao. Benoît, tu veux peut-être nous dire la liste des huitièmes de finale? Avec ton bel accent autrichien, allemand, serbe. Voilà. Alors on a Berlin contre Hambourg, voilà, pour les joueurs de la Bundesliga, encore un match entre Allemands, donc pas spécialement une bonne nouvelle pour les Français d'Hambourg. Donc après on aura Montpellier-Barcelone. Ensuite on a Plock contre Kiel. Ça c'est quand même un bon tirage pour Kiel qui devrait aisément se qualifier. Schaffhausen, le club suisse qui a éliminé Chambéry, recevra l'Atlético Madrid avant de s'y déplacer. On a un match d'outsider entre Léon et Vesprem, qui risque d'être assez ouvert, parce que c'est deux équipes qui ont montré de très belles choses en poule et qui vont se mener à une lutte des plus haut niveau, je pense. Ensuite, on a Kielce contre Koper, ça aussi c'est un match assez ouvert.
voilà, peut-être un peu d'indécision sur ces matchs-là. Ensuite, on a Metallourg, je crois que c'est Metallourg Skopje, qui va à Zagreb. L'équipe de Balic, pardon, qui devrait se sortir de cette équipe-là. Et enfin, le dernier match avec Sävehof, l'équipe suédoise, qui est de cette Coupe d'Europe Copenhague, avec ses internationaux et le meilleur joueur du monde, puisque Mikkel Hansen a été élu il n'y a pas si longtemps meilleur joueur du monde. Donc voilà, de très beaux matchs en perspective. Ouais, effectivement, hein, des bons matchs en perspective. Et puis c'est vrai que le choc hein, quand même de ces huitièmes, c'est Montpellier-Barça. Hein, vous allez pouvoir suivre sur Canal+. Je pense. Allez, il nous reste 4 minutes pour parler du tirage au sort de la Coupe de France également, avant de recevoir Monsieur Brindel. Alors la Coupe de France aura lieu le 10 et le 11 mars. Alors question, messieurs, que je vais vous poser. Peut-être Saint-Raphaël, mais qui peut battre Montpellier? Qui peut empêcher Montpellier de gagner cette Coupe de France? Montpellier reçoit Saintes, bon tirage encore. Istres, Saint-Raphaël, Ivry-Cesson et Nantes-Paris. Allez-y, à vos pronos, j'ai envie de dire. On va commencer par Thomas. Ouais, c'est vrai que Montpellier prend un bon tirage avec le petit Pousset, mais c'est vrai que Saint-Raphaël, on va voir si, vu leur bonne série actuelle, s'ils peuvent tenir, mais Montpellier, je les vois gagner quand même. Allez, juste avant Thomas, de l'émission, tranquillement, le fil de l'émission. Alors on peut tout simplement finir. Ah, je crois qu'on a notre invité, Frédéric Brindel. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'avoir. Allez, n'ayons pas peur des mots de notre maître. Un peu à nous, on est un peu à l'épreuve ce soir, hein, parce que vous êtes spécialiste hein, quand même du hand en tant que commentateur, en tant qu'animateur. On est ravis de vous avoir avec nous. Mais c'est moi qui suis ravi. Alors, première question, Frédéric, avant de parler de l'actualité, on aimerait un peu savoir votre parcours de journaliste, car vous avez, me semble-t-il, commencé par commenter le vélo. Eh oui. En fait, je commente et le vélo et le handball. Hein. Ce sont mes deux sports. J'essaye de commenter autant l'un que l'autre, même si sur Canal+, le handball est un peu prioritaire parce qu'on a de plus gros événements. Mais en fait, j'ai commencé dans des radios libres. C'est très formateur. C'est là que j'ai appris mon métier de journaliste. Radio libre en Seine-et-Marne, et puis après comme je connaissais personne dans le métier, qu'il fallait être pistonné pour rentrer sur les gros médias, j'ai fait la filière via Énergie et via FR3 en région, donc je suis allé en Picardie parce qu'à Paris c'était bouché, et puis après j'ai remonté la filière, et quand la chaîne de sport AB Sport s'est créée, je proposais ma candidature, et puis j'ai grandi avec cette chaîne AB Sport, Pathé Sport, Sport Plus, qui a été donc inclus dans Canal+, et voilà aujourd'hui où j'en suis. Alors, vous avez de la chance parce que vous êtes tombé un peu dans le handball quand l'équipe de France gagnait tout, quoi. C'était parfait. En fait, ma passion pour le handball, moi j'ai joué quand j'étais en 6e, 5e. J'en ai vraiment fait beaucoup, et puis c'était pas simple de continuer pour plein de choses, pour une question d'organisation, et j'ai fait beaucoup de cyclisme en sport, mais j'ai toujours gardé le handball en fait dans un coin de ma tête. Et quand j'ai voulu rentrer dans la carrière de journaliste en 92, j'ai discuté avec mon pote Patrick Chassé qui commente le cyclisme aussi, enfin qui commentait le cyclisme sur Eurosport, et je lui dis moi je veux commenter le cyclisme aussi. Il me dit mais ça serait bien que tu aies aussi un sport, enfin ça c'est un sport exposé le cyclisme, et il faudra un sport un peu moins exposé. Et je lui dis moi de toute façon j'adore le hand, et il me dit travaille là-dessus, et je me mets à bosser. Donc ça on doit se voir au mois de mai, un truc comme ça. Et purée, les Jeux Olympiques arrivent, et 92 médailles de bronze, donc c'est sûr que ça aide à se passionner. Même si je ratais pas grand-chose des matchs de Gagny, par exemple, sur FR3 à l'époque, fin des années 80, j'étais fan de Courriol, d'Eddie Courriol.
Et puis, et puis donc j'ai commencé à bosser tout ça. Puis en 97, il y a eu les premiers championnats du monde qui étaient libres de droit, et c'était la chaîne où j'étais, AB Sport. Et depuis, en fait, depuis 97 et ce championnat du monde au Japon pour les garçons, j'ai manqué que 2 compétitions, c'est-à-dire 1 euro garçon en 2002 en Suède, et puis les Jeux Olympiques de Sydney. Mais pour le reste, j'ai fait toutes les compétitions euro, mondiaux, JO, hommes et femmes. Donc j'ai vraiment eu un coup de chance énorme, parce que à chaque fois que j'étais dans une chaîne, on avait les droits. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc j'imagine que vous faites partie un peu de la famille du hand avec cette génération. Vous avez connu les barjots, les experts. Vous faites partie de la famille. Ben, en fait, ouais, ce qui est assez touchant, c'est que je me souviens, par exemple, j'en parlais l'autre fois, je sais plus avec qui, avec Didier Dinard, parce que je me souviens du stage à Vittel, c'était en 98, et je sortais avec Stéphane Stocklin et Patrick Casal, on était bien potes, on allait boire un verre et tout ça, et on avait emmené un petit jeune qu'on appelait Moscato et qu'on branchait, qui était tout timide et tout ça, et ce petit jeune, c'était Bertrand Gilles. Et donc, Bertrand, bah, aujourd'hui, il est ce qu'il est. Et c'est vrai que moi, je l'ai vu arriver. Et puis c'est pareil, je me souviens, on était à Metz. Il y avait un match de prépa. On discutait avec Jackson. On faisait les combats comme tous les gens du hand, quoi. Et il y avait un petit mec qui osait pas dire un seul mot. On se dit, mais putain, il est con. Il est coincé ou quoi? Et c'était Michael Guigou. et donc après, bah, Michael, il s'est lâché. Puis c'est devenu un super pote. C'est en plus l'idole de mon fils. Donc on a de bons contacts. Et voilà, donc il y a plein d'anecdotes, ce qui fait que tous les gars, je les ai vus arriver, quoi. C'est drôle, ouais, ça fait vieux un peu. Stan, je crois que tu avais une question. Bonsoir Frédéric. Quelle a été la plus grosse émotion qui différencie les deux époques des équipes de France, entre les barjots et les experts, pour vous? Les émotions, en fait, moi, comme j'arrive en 97, les barjots, déjà, ils deviennent un peu costauds. Moi, je suis vraiment, on va dire, à cheval sur les costauds et les experts. Mais les costauds, c'est vraiment la somme des barjots avec Greg, Jack, Bruno, Kiki Godin et puis Patrick Casal, donc les 5 qui restent. Alors, la plus grosse émotion, c'est la finale 2001, quoi, avec Greg qui met le but de folie. Et bon, Greg, ça a toujours... En fait, je vous ai parlé tout à l'heure d'Eddie Couriol, Gagny, ça a été mon premier joueur préféré. Après, il y a eu Philippe Gardan. Et puis après, il y a eu Greg Anctil. Et Greg Anctil, c'était mon idole, vraiment. Et après... Et ce but qu'il met en 2001 en prolongation là, à Bercy, pour aller en prolongation à Bercy, ouais. ça c'est vraiment le truc le plus fort. Et puis, mais ça c'est dans le jeu. Et après, pour les experts, c'est la fête qu'on fait en direct sur Canal après la médaille d'or à Pékin, quoi, où j'ai failli. Ouais, j'ai failli étouffer 3 fois. Je dis, en fait, c'est un truc de malade. Parce que j'étais dans les bras de Didier Dinard, et à chaque fois avec Didier, on déconne. Enfin, on a fait les pires conneries avec Didier Dinard. Et je lui dis, surtout Didier, je te demande une chose, protège mon dos parce que j'ai une légère hernie discale. Je lui dis, tu me tiens, Didier, je compte sur toi. Allez-y, mais protège-moi. Et il me dit, t'inquiète pas. Et je sais pas si à l'occasion vous voyez la vidéo, mais je suis toujours à côté de Didier qui assure le truc, quoi. Donc voilà les deux émotions des deux générations. Ouais, c'est un défenseur, Didier. Donc, ouais. Benoît Perrabi a une question. Oui, salut Fred. Salut Benoît. Avant tout, je voulais te remercier parce que je pense que grâce à toi, le handball a pris aussi un essor au niveau médiatique. Et c'est vrai que tout ce que tu fais, même si des fois t'es exubérant dans tes commentaires, mais on aime ça aussi. Je trouve que voilà, tu fais l'excellent boulot, et le handball en est là aussi grâce à toi. Donc ça, c'était la première chose. Merci. Et la deuxième, c'était toi qui travailles justement, qui suit les deux équipes de France, filles et garçons. Je voudrais que tu me donnes un petit peu ton sentiment par rapport à la différence qui peut exister entre ces deux groupes. Pardon. Les filles, moi, c'est vraiment une équipe à part, parce que
tu sais, ma première grosse compétition sur place, c'est-à-dire où je vais commenter sur place, que 97 et 98, j'ai commenté en studio, et c'était 99 en Norvège. Et en fait, j'étais avec des filles qui sortaient d'une équipe de Carole Martin où c'est limite si elles faisaient pas la lessive des maillots quand elles avaient terminé leur match et tout. Et il y avait personne qui s'intéressait à elles, qui les suivait. Et il se passe le truc, donc finale, prolongation, enfin les 12 millions de téléspectateurs sur France 2, mais aussi nous, un record à l'époque pour Pathé Sport, 150 000 je crois. Et donc ça a toujours été à part, c'est-à-dire j'ai l'impression que les filles, elles bossent comme des artisans, et que c'est toujours à la ramasse parce qu'il n'y a pas des gros salaires, parce qu'on se débrouille, parce que Olivier Krumbolz il nous sort des trucs à chaque fois. Tu vois, c'est un peu des artisans, c'est un peu c'est une famille. Il y a un côté affectif qui est assez particulier, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que c'est plus laborieux en équipe féminine qu'en garçon. Ben, laborieux, c'est péjoratif. Non, mais si tu veux, non, mais c'est différent, quoi. C'est construit plus dans le travail, c'est plus pénible par rapport à l'équipe de France garçon qui a les meilleurs joueurs du monde, et donc c'est une notion complètement différente de gestion de groupe. Ouais, tu sais, l'image, elle me va bien, c'est-à-dire que il y a les artisans, les filles, et puis il y a les industriels, les garçons, parce que on a vraiment une approche hyper pro chez les gars. Il y a déjà une façon de fonctionner. Alors chez les filles, il y a des fois des comportements, mais c'est super attachant. Hein. Tu sais, elles font leur petite cafette dans les hôtels, donc elles font leurs réunions. Alors il y a Raphaël Tervel qui décore, qui met les guirlandes, parce qu'à chaque fois c'est à Noël et tout. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez familial, et puis il y a la donnée féminine, quoi. Tu sais, on sent bien la différence des sexes là, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a les filles cool, gentilles, maternelles, machin, puis il y a les mecs, quoi. On va aller boire un verre et on va niquer tout le monde. Donc tu vois, on sent bien les différences, quoi. Voilà. Enfin, quand je dis niquer, c'est une image, hein, bien sûr. Pas de folie. Justement, Frédéric. C'est péjoratif dans cette émission. Ceci dit, j'ai vu des équipes de filles aussi qui aimaient bien aller boire des verres à la fin des matchs. Hein. Oui, bien sûr, mais on va chanter ensemble. C'est pas pareil, tu vois. Par exemple, la fête après Pékin, moi je me mets à improviser une chanson avec des paroles sur chacune. J'aime bien ça. Je me mets au piano, tu vois. Ça, avec les filles, on fait ça. Donc il y a le petit repas, on est tous ensemble et ça déconne. Alors que les garçons, on va déconner. Il y a Guillaume Joly qui m'arrache ma chemise. Enfin, tu vois, ça c'était encore en Serbie, même s'ils perdent, mais tu vois, mais c'est moins, c'est moins on est autour de la table en famille. Il y a toujours une petite différence. Il y a toujours une petite différence. Mais c'est bien, hein, les deux sont appréciables, hein, vraiment. D'où la question, Frédéric, d'une internaute, un bibine, justement, pour pas la citer. Plutôt Grégory Anctil ou Valérie Nicolas? À quel niveau? Allez, au niveau sportif, et puis après au niveau peut-être un peu plus personnel. Alors au niveau sportif, Greg c'était vraiment le joueur magique, c'est-à-dire je regardais avec des yeux éblouis. En revanche, avec Valérie, quand elle était joueuse, j'ai eu des émotions qui sont, je pense, d'une rare intensité. C'est-à-dire que, par exemple, je savais quand elle allait arrêter les pénaltys. Il y a une histoire, ça, avec les pénaltys. Bon, il y a le fameux quart de finale contre le Danemark, là, à 13 secondes, l'Auto-Kiorskou avec le numéro 13 qui arrive, et Valérie me disait, ta Kiorskou, ta joueur préféré, on va la tuer et tout. Et elle mène 13-8 à 20 minutes de la fin. En 20 minutes, aucun but de l'équipe de France. Et il y a penalty, et là, moi, le 13, c'est mon porte-bonheur et tout, et je dis, vous allez voir, vous inquiétez pas, elle l'arrête. Carole Martin, ma consultante, elle me regarde, elle me dit, mais t'es fou, arrête. Et je suis en direct, et là, c'est ce que j'ai dit dans l'équipe magazine, là, quand j'ai eu mon prix du meilleur commentateur, là, ils m'ont demandé ma plus grosse émotion, et c'était ça. Et ça va au-delà du journalisme à ce moment-là, c'est-à-dire que j'ai une communion avec
avec Valérie, parce que je sais qu'elle va arrêter les pénaltys. Et ça a été ça à chaque fois. Et son dernier match, c'est en 2007 à Bercy, au championnat du monde. Elle joue la 5e place. Et je crois que c'est contre la Corée du Sud. Et il y a une histoire à la fin. Il faut vraiment sortir le penalty. Et à ce moment-là, je dis à l'antenne, enfin, il y a une première fois, notre Jalem Miaro, la consultante, me dit oh non, elle va l'arrêter. Je lui dis oh non, là, je pense pas. Et effectivement, et après, je lui dis là, celui-là, elle va l'arrêter. Et dernière interview de Valérie, elle me dit tu vois, Fred, à ce moment-là, j'ai pensé à toi. Je savais que tu allais dire que j'allais l'arrêter et tout. Donc, il y a vraiment un truc, tu sais, c'est assez magique, quoi. Je suis pas sûr qu'un journaliste, qu'un commentateur puisse vivre ça, parce que on est tous un peu fans, on est tous un peu passionnés. Et là, il y a un échange avec le joueur, enfin, en direct à l'antenne, c'est assez fou. Maintenant, en tant que consultant, moi, je le dis partout. Aujourd'hui, Greg, c'est un aboutissement professionnel. C'est-à-dire que j'ai, pour moi, le consultant qui a tout compris, qui est complètement en adéquation avec moi. Après, c'est un ami mais personnel, c'est-à-dire que avec Greg, les mecs vous le diront, tous les autres journalistes, quand on va sur les compétitions, on est toujours ensemble, toujours fourrés ensemble. Donc c'est un super ami, et puis on a une complémentarité exceptionnelle à l'antenne, et puis après il est du niveau des grands consultants Canal, c'est-à-dire Jacques Monclar pour le basket, Christophe Dugarry pour le foot, Philippe Sella pour le rugby. Donc d'un point de vue professionnel, fonctionnement au quotidien, Greg, pour moi, c'est mon aboutissement professionnel. C'est très beau un duo, quoi. C'est très très beau d'arriver à ça. Je crois qu'il y a plein de gens dans le cinéma, dans la chanson, qui ont pu en duo faire un truc. Et là, avec Greg, c'est vraiment génial, quoi. Être fusionnel, quoi. C'est ce qu'on appelle être fusionnel. Ouais, vraiment. Ouais. À noter que Valérie Nicolas a été un peu notre consultante quand l'équipe de France était au Brésil au mois de décembre, donc très disponible, on leur remercie. Benoît, tu avais une petite question. On peut continuer un peu sur notre rencontre. On s'était rencontrés sur un sandball à Marseille. Et je voulais savoir si tu avais eu l'occasion de remettre un peu le short et de rejouer, ou ton hernie discale apparemment t'as complètement scotché. Alors écoute, tu sais que j'ai jamais oublié ça, moi aussi c'est pareil, l'histoire du sandball à Marseille. C'est marrant que tu t'en souviennes, parce que encore une fois ça fait partie des moments humains assez exceptionnels, quoi. Et c'est vrai que sur des choses comme ça, bon, vous étiez quelques-uns, vous n'êtes pas des stars du hand, vous êtes des joueurs de référence, et tout de suite, en fait, ça a bien pris. Alors, c'est sûr que c'est facile quand on est avec l'équipe de France et tout ça, mais il y a aussi les petits à côté, et à Marseille, c'était un beau moment humain, quoi. Alors, refaire du handball, oui, simplement, j'ai tellement essayé d'intellectualiser la pratique du handball à cause de mon métier. À chaque fois que j'essaye de jouer, je me regarde jouer, et c'est catastrophique, quoi. Et il y a un truc, 2-3 fois on a joué avec Greg Anquetil, et à chaque fois Greg il sait exactement comment me foutre la pression, il s'amuse. Ça marche partout, hein. C'est-à-dire qu'on va jouer au ping-pong, au truc, et il me provoque. Et je joue, mais c'est ridicule, quoi. c'est ridicule. Et dès que je joue et qu'il y a Greg, alors c'est pathétique. Voilà. Et bon, sinon, ouais, je me débrouille, mais il est clair que des deux sports que je commente, celui où je suis le plus doué, parce que j'en ai vraiment beaucoup pratiqué, c'est le cyclisme, quoi. Où là, Greg, il est très très loin, effectivement, quand on est à vélo. Vous faites toujours vos 6000 km à l'année ? Non, maintenant je fais moins, mais ouais, j'essaye 2005, 3000, quoi, voilà. Ah, c'est déjà pas mal, quoi. Ouais. Allez, Stan et Mickaël avaient des questions. Stan ? Ouais, moi j'avais une question par rapport à Canal+, vu que Canal+ a pris les droits pour la LNH. Est-ce que déjà, bon, ces deux questions peut-être dans la phrase, est-ce que déjà ils ont atteint peut-être leur objectif? Et c'était un petit peu stratégique aussi de mettre souvent l'affiche Montpellier.
Alors, ça par rapport, ben, Montpellier, c'est un bon exemple. Alors déjà, par rapport aux objectifs de la D1, ils sont remplis parce que au départ, mon patron Cyril Linette avait dit il faut qu'on essaye d'être sur une base de 50, 100 000. Et on est bien au-dessus, on est toujours au-dessus de 150 000, sans compter la rediffusion, donc on atteint souvent 200 000. Et puis on a eu un pic avec le Chambéry-Montpellier qui est monté à 400 000. Voilà. Ce qui montre bien aussi la différence, parce que quand on fait, par exemple, le France-Hongrie à l'Euro, on fait 700 000. Ou alors, quand on est sur les demi-finales et les finales des championnats du monde ou championnats d'Europe avec la France, là, sur Canal Plus Sport, on monte à 1,3 million, 1,5 million. Et sur Canal Plus Premium, on est à 2 millions, 2,5 millions. Donc ça montre bien encore la différence entre l'équipe de France et le championnat. Mais d'un point de vue objectif, pour l'instant, le contrat est rempli. J'attends vraiment que ça continue de se les croisières, c'est-à-dire comme font les rugbymen à 400 000 régulièrement, quoi. Voilà, donc nous on l'a fait sur le Chambéry-Montpellier, mais le but du jeu, c'est de faire 300, 400 000 à chaque match. Voilà. Donc ça c'est une première chose. Et deuxièmement pour Montpellier, Montpellier c'est un vrai casse-tête parce que on s'aperçoit que les meilleures audiences sont quand même avec Montpellier. Mais Benoît, par exemple, le sait, on a fait Montpellier-Tremblay, et j'espérais que Tremblay allait rééditer l'exploit face à Chambéry, et ça a été une boucherie, quoi, parce que... C'est un long chemin de croix, ouais. Ouais, un long chemin de croix, et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, j'ai un petit peu galéré, même si on arrive toujours à trouver des choses, et Montpellier, c'est tout l'un, tout l'autre. Pour cette fin de saison, c'est clair que nous, on va privilégier la lutte des trois, c'est-à-dire Chambéry, Dunkerque, Saint-Raphaël, qui va jouer en Ligue des Champions. Ça, c'est vraiment le feuilleton passionnant par excellence. Et ensuite, on va essayer, parce que sur le chemin des très bons comme Saint-Raphaël, voire même Nantes, il y a Montpellier. Donc on va essayer de jouer le feuilleton aussi. Est-ce que Montpellier va être champion avec autant de victoires que de matchs ? Voilà, ça c'est bien, parce qu'on voit quand même nos internationaux, il y a Nicolas, mais comment évolue William à Cambrai, enfin tout ça, quoi. Donc c'est vraiment important, ça reste l'équipe phare. Et puis, pour donner un exemple aussi, j'ai vraiment envie de mettre en avant d'autres équipes qui ont peut-être un peu moins de structure et qui sont un peu moins parlantes. Alors Célestat, c'est le bon exemple. Puisque Célestat a joué à Strasbourg et on avait pour cette journée-là une grosse affiche, c'était Saint-Raphaël, je ne sais plus contre qui. Mais j'ai dit non, il faut qu'on fasse Célestat Strasbourg contre Chambéry, ça c'est vraiment bien. Et j'ai voulu faire Cesson-Rennes, sauf que Cesson ne pouvait pas faire autre chose que jouer dans sa petite salle pas prête pour recevoir la télévision avec 1500 spectateurs. Donc ça par exemple, on ne l'a pas fait sur Canal Plus Sport. Donc j'essaye, tout comme on a fait Tremblay et ça a marché, Tremblay-Chambéry à Tremblay, en configuration, vous aviez fait vraiment le maximum avec Tremblay, tout ça c'était bien. Donc on essaye d'avoir un maximum de monde, mais il est clair qu'il y a des choses qui sont impossibles, comme Ivry dans sa salle par exemple. On a fait Ivry contre Montpellier, on l'a fait à Charpy. Voilà, donc il y a vraiment des problématiques. L'objectif, c'est d'avoir un beau spectacle et de montrer une image super professionnelle du hand. Voilà toutes les problématiques de diffusion. Mickaël ? Oui, alors moi, j'aurais aimé savoir un peu, j'ai entendu parler de certaines choses qui pourraient changer avec l'arrivée de Canal+ dans le championnat de hand, notamment la formule. Est-ce que tu en as entendu parler ? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver avec une formule peut-être tendant vers ce qui se fait dans le rugby avec des phases finales en fin d'année? Oui, alors ça, tu sais, c'est marrant parce que ça a pris vachement et tout le monde a dit mais Canal a demandé ça. Nous, on n'a rien demandé. J'ai simplement, moi, eu une discussion avec Philippe Bernatsal, Étienne Capon, les gens de la Ligue. Et nous, on n'exige rien. Voilà, on va simplement faire le bilan et il est clair que l'histoire de Montpellier qui a tué le championnat alors qu'on est au début mars, c'est un peu pesant, quoi. C'est pas forcément catastrophique parce qu'il y a les deux feuilletons dont je vous ai parlé, c'est-à-dire vont-ils faire le top, c'est-à-dire autant de matchs pour autant de victoires, enfin, etc. Et puis la lutte pour la deuxième place. Donc, mais quand même. Alors,
je pense que on fera le point, on n'exigera rien, mais il y a un moment où ça peut être assez intéressant d'avoir un système un peu comme les gens du rugby, et d'ailleurs comme les filles, elles le font au hand, là, c'est vraiment bien avec les 2 premiers qui sont tout de suite qualifiés pour les demi-finales, et puis après le 3-6 et le 4-5 qui jouent et qui vont affronter en demi-finale le 1-2. Voilà, ça je pense que c'est bien, avec peut-être à définir les positionnements pour la Ligue des Champions. Est-ce qu'on va avoir 3 clubs en Ligue des Champions encore, enfin 2 peut-être, mais après un 3e éventuellement qualifié comme Dunkerque aurait pu le faire. Après ça dépend, mais voilà, je crois qu'il faut quand même peut-être essayer d'adapter ça, mais Canal n'a jamais dit qu'il fallait faire ça et n'a rien exigé, quoi. Voilà. Mais je pense que ouais, ça peut peut-être être sympa. Et puis une finale, faut pas la faire, je pense, sur un match sec. Faut la faire match aller-retour. J'aurais été de l'avis inverse, moi. Peut-être faire vraiment un gros événement à Bercy, quelque chose qui serait vraiment, qui amènerait vraiment, qui ne serait pas forcément dans les salles qu'on a l'habitude de voir et qui aurait une ampleur supérieure. Ouais, t'as raison. Oui. Mais pour convaincre Montpellier, qui est le seul réticent au play-off, c'est d'avoir un match aller-retour. Ça leur donnera encore le moyen de gagner quand même. Ouais, pour les convaincre, c'est le mieux qu'il y ait aller-retour. Parce que c'est les seuls réticents, je pense, à ce qu'il n'y ait pas de play-off. Ouais, t'as tout compris, Benoît. C'est pour ça que moi, il est clair que l'exemple du basket aujourd'hui, il est vraiment bien. J'en parle souvent avec David Cosette. En plus, il y a une habitude qui s'est créée du basket. C'est à la fois la finale de la Coupe de France, ce qu'on fait maintenant, nous, mais aussi la finale du championnat. Et c'est sur Canal Premium. Et enfin, oui, c'est du lourd. C'est vraiment l'idéal, ça. C'est vraiment l'idéal. Mais, comme tu dis, Benoît, il faut ménager la chèvre et le chou. Et il est clair que Montpellier, si sur un match ils se plantent et ils sont pas champions, ça change tout. Simplement, il faut peut-être, parce que l'enjeu étant la Ligue des Champions, et là peut-être qu'on s'y retrouverait, c'est-à-dire si Montpellier est premier de la saison régulière, il a déjà sa place assurée en Ligue des Champions. Voilà, ça c'est ça. Avec cette optique-là, eux, ils ne sont pas perdants parce que leur but du jeu, c'est voilà. Enfin, j'espère qu'ils vont la gagner d'ailleurs cette Ligue des Champions. Ils rencontreront. Et justement, j'en écoutais un peu ce week-end avec mes coéquipiers là. Ça peut aussi être cette formule, ça peut aussi permettre à Montpellier sur certains matchs si on sait que les 6 premiers ou les 4 premiers sont qualifiés pour les playoffs. Ça leur permet aussi de pas forcément tout investir dans le championnat et de se concentrer peut-être un peu plus sur la Ligue des Champions. Ouais, alors ça c'est un débat. Il est clair que des fois, on se dit, Patrice Canaillé, tu nous as pourri la saison. Parce que c'est vrai qu'il lâche rien contre toutes les équipes du championnat. Il lâche tellement rien que de temps en temps, il va péter un ou 2 mecs avant un gros match de Ligue des Champions. Et à ce moment-là, la Ligue des Champions, il passe à côté. Et nous, on a tout perdu parce que le suspense du championnat, on l'a plus. Et notre équipe française en Ligue des Champions au Final Four, on l'a pas. Voilà, mais bon, après Patrice, c'est amical, hein, ce que je dis, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'on a un peu tendance à penser ça. Maintenant, sur l'histoire des joueurs un peu en demi-teinte, des blessés, tout ça, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des rythmes, il y a des gestions par rapport à la saison, il y a l'histoire de l'équipe de France. Donc là, on a bien vu que les internationaux, ils avaient été un peu touchés par l'échec. Et puis après, il y a aussi ce qu'on fait en préparation hors match. Et aujourd'hui, il est clair que beaucoup de joueurs de Montpellier disent que la préparation, par exemple pendant l'Euro, pendant la trêve, est vachement dure. Et je me souviens l'année dernière, il y a 2 joueurs, Kaftichnik et Guigou, qui s'étaient blessés. On leur avait tiré un peu sur la couenne pour un match amical, alors que ça valait peut-être pas le coup. Et puis il y a l'histoire de Dissam Tej sur un match qui est plié depuis longtemps à Dunkerque l'année dernière, où finalement Patrice ne le sort pas, et puis Issam, il se pète à 2-3 minutes de la fin, il n'est pas là pour le fameux quart de finale retour contre Rhein-Neckar, et puis élimination, quoi. Donc bon, mais après, moi je constate, hein, moi je suis pas là pour apprendre le métier de qui que ce soit, parce que j'ai pas les données, mais simplement on constate, et puis on écoute tout ce qui se dit. Donc moi je fais la synthèse de tout ça, il est clair que ça ressort.
Après, chacun fait comme il peut. Ouais, Fred, justement, avant de parler un peu plus peut-être de cette équipe de France, qu'est-ce qui manque en handball pour atteindre une meilleure visibilité et peut-être celle du rugby pour prendre un peu son ampleur? Qu'est-ce qui lui manque encore à ce sport? Ouais, alors il y a deux, trois choses. Moi, tu sais, il y a souvent des étudiants qui viennent me voir et c'est incroyable le nombre de mémoires de fin d'études dont le thème est comment plus médiatiser. Et il y a trois points qui me semblent importants. Le premier, c'est être capable de recevoir le handball dans des enceintes qui sont dignes de ce nom, donc pour proposer un vrai spectacle à part le seul fait du match. Deuxièmement, il faut savoir que le handball est né bien après tous les autres sports collectifs avec qui il est en concurrence, c'est-à-dire le basket et le rugby. Donc on a un sport jeune. Donc ça veut dire... Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on a 50 ans de retard sur le basket et le rugby, hein, clairement. Donc ça, il faut bien les rattraper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es plus pratiqué dans le monde, que tu as un sport universel, que tu as un outil de communication comme est la NBA ou le tournoi des 6 nations, là, après, tu peux fédérer et puis t'envoies au niveau économique. Donc ça c'est un deuxième point. Et puis troisièmement, donc il y a l'aspect enceinte, accueil, il y a l'aspect jeunesse de ce sport. Et puis après, culturellement, les gens qui sont à la tête des clubs de hand sont des enseignants, alors que culturellement, les gens qui sont à la tête des clubs de rugby sont les notables. Voilà, ce sont des gens qui ont le pouvoir. Donc, ça veut dire que petit à petit, on y vient. C'est ce que nous disait Olivier Giraud, justement. On l'a reçu dans cette émission. Il nous disait qu'il manquait peut-être à la tête des plus grandes équipes des chefs d'entreprise, quoi. Oui, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a une économie qui doit s'organiser autour de chaque club. Donc, avec ces trois points-là, on peut décliner et répondre à ta question. Hein, c'est-à-dire que qu'est-ce qui manque? Il manque déjà d'avoir un peu plus d'histoire, d'un peu plus de vécu et un peu plus de fond de jeu pour vivre toute une année. Il faut, je pense, des clubs qui soient plus solides avec une pratique professionnelle encore plus forte et puis développer les clubs. Donc aujourd'hui, je crois que Montpellier réussit et bien, Chambéry c'est bien, il y a des clubs qui sont en train de bien grimper comme Dunkerque, Saint-Raphaël, Nantes, Toulouse, c'est bien parce qu'on y va sans problème. Bon, il va y avoir une nouvelle salle à Dunkerque. Après, il y a des projets qui sont complètement dans le sens où il faut aller, c'est-à-dire Célestat, Strasbourg et Cesson, Rennes, ça c'est bien. Et après, voilà, il faut. Un projet de salle à Tremblay en France, hein, attention. Alors, moi, tu sais, Tremblay, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais Tremblay, c'est la Seine-Saint-Denis, mais qu'est-ce que tu peux faire en Seine-Saint-Denis économiquement, tu vois? Après, alors, il y a évidemment la vocation qui est belle et qui est noble, et tu le sais, moi, j'ai grandi à la porte de la Seine-Saint-Denis, à Clé-Souilly, donc, et à Meaux, donc voilà, mais. Comment tu fais? Alors, peut-être que Tremblay, l'idée, c'était plus de développer autour de Roissy, du grand club. Voilà, tu vois, c'est ça. C'est autour de l'aéroport et de faire une salle multifonction comme elles se font à l'heure actuelle. Voilà, sauf que l'aéroport, c'est 95, quoi. Hein, tu sais, c'est le Val d'Oise. Donc après, il faudra voir. Pardon de vous couper, moi qui ai grandi par exemple à Clichy-sous-Bois, où on a vite fait eu plus aucun club de sport, des clubs de football fermés. Pourquoi pas avoir fait plutôt de la prospection plus dans le vrai 93, quoi, Livry, Clichy. En fait, nous, par rapport aux soucis d'audience, on peut, avec notre vision de télévision, on peut peut-être répondre à votre question. C'est-à-dire que si on veut faire de l'audience, il faut que ça évoque quelque chose aux gens. Et il est clair qu'un Nantes-Toulouse, ça parle, parce qu'il y a un bassin de population, parce que ça représente des choses. Après, il est clair que moi, quand j'étais jeune journaliste, j'allais couvrir Ponto-Combo, parce que j'étais à Radio Nord Seine-et-Marne à l'époque, et les gens de Ponto-Combo ne savaient même pas pour certains qu'ils habitaient à Ponto-Combo. Il y en a qui pensaient
pensais qu'ils étaient à Emerinville. Enfin, tu vois, voilà, donc c'est très difficile. Et puis l'exemple de Créteil en football ou le Red Star. C'est-à-dire qu'on on a en 93, dans le cœur du 93, des gens qui sont pas forcément très sensibilisés à la ville où ils habitent. À la ville où ils habitent, c'est plus une idée de cité ou tu vois des choses comme ça. Et après, il faut savoir ce qu'on a comme entreprise, comme vie économique. Donc, tu peux développer quelque chose autour de l'aéroport, ça me semble bien, ou alors éventuellement du système Stade de France. Voilà, mais il faut aller trouver quelque chose de économiquement et en termes de bassin de population très, très identifié. On a besoin d'étiquettes. Sinon, on a du mal à prendre, quoi. Et tu vois, aujourd'hui, Créteil et Ivry, ça fait deux clubs qui sont hyper à côté. Enfin, je sais pas, tu vas aller voir un match vendredi soir à Créteil, tu as une chance sur deux d'arriver à l'heure, quoi, parce qu'il y a des embouteillages. Donc bon, c'est bien, ils jouent dimanche après-midi souvent, mais voilà, il y a plein de choses qui font que c'est assez difficile. C'est bien ce qui se fait. C'est bien qu'il y ait ces clubs, mais si tu veux faire du top, des grosses écuries avec un gros business autour, avec des supporters qui vont se déplacer, y compris à l'extérieur, à l'étranger, pour supporter tout ça, ça sera limité. Mais qui en est, c'est bien. Nous, enfin, je me souviens avoir fait mon plateau le lendemain matin sur Canal Plus Premium sur la matinale avec Teddy Pratt de Tremblay en disant regardez, la montagne s'est faite exploser par la banlieue. C'était beau, ça parlait, si tu veux. Mais après, économiquement, jusqu'où tu peux aller, quoi. Ouais, comme il y avait Livry, en fait, ce qui sépare Livry et Tremblay, c'est Vaujours. C'est pour ça, il aurait pu avoir une sorte de partenariat entre les deux clubs. Ça aurait pu faire un vrai grand club, je pense. Bah, tu sais, quand tu additionnes tous les grands clubs historiques, c'est-à-dire Saint-Maur, Créteil, Ivry pour le Val-de-Marne, Livry-Gargan, Gagny, Tremblay, plus Ponto-Combo qui est Seine-et-Marne mais vraiment à côté, quand tu additionnes tout ça, il y a eu des gros clubs, quoi, hein, et même je me souviens Livry-Gargan à l'époque c'était une belle salle, voilà, c'était bien, mais simplement comment tu fais pour évoluer? En plus à chaque fois ça tient politiquement parce que tu as un maire ou un député qui se dit tiens, pour l'image de mon département je vais faire un projet, et puis il suffit que le mec ne soit plus réélu pour que ça parte en vrille. C'est ce qui s'est passé à Gagny, hein. C'était un président de droite et à partir du moment où c'est passé à gauche, Gagny est mort. Pourtant c'était le plus grand club de mon enfance, moi j'adorais. Frédéric, alors on a par le timing et par le temps, on n'aura même pas le temps de parler de l'équipe de France, c'est malheureux, mais ça sera au plaisir de vous recevoir. Juste avant, Stan, je crois que tu as une petite interview décalée pour Frédéric Bravel, tout simplement. Ouais, bah alors on passe directement à l'interview décalée, donc tu auras le droit à un seul joker, hein, malgré que ce joker nous a fait du mal la semaine dernière, hein. Donc non, pour faire court, si tu étais un sportif. Laurent Fignon. Ah, c'est beau. C'est vrai, on se rappelle de ce combat Fignon-Lemon aux Champs-Élysées, dur. Si tu étais un magazine sportif. En d'action. Bien joué. Ouais, et que je rappelle que nous passerons, je crois, dans d'action dans très peu de temps, je crois. Si tu n'étais pas Frédéric Brindel. Il faut que je fasse référence à quelqu'un de connu. Celui que tu veux. L'autre fois, à l'occasion de mon titre, j'ai dit que mon exemple professionnel c'était Patrick Chêne, donc Patrick Chêne. Ah ouais, excellent commentateur de vélo. J'ai connu un peu le cyclisme grâce à lui, quoi. C'est énorme. Ouais, il a apporté une nouvelle façon de commenter. C'était moderne. Moi, mon sport, il l'a fait vachement évoluer, quoi. Donc pour moi, c'est la référence. Ouais, pareil. Avant de passer aux questions-réponses, un petit avis sur le futur vainqueur du Tour de France 2012. Cadel Evans encore. Ah bon, carrément. Avec le retour de Valverde. Les Schleck, ouais. Des Schleck. Valverde, il n'est pas fait pour gagner le Tour. Enfin, j'espère, parce que ça voudrait dire qu'on n'a pas résolu les problèmes de dopage. Et puis les Schleck, le problème, c'est que il y a trop de contre-la-montre. Donc, ils vont se faire bouffer, soit par Evans, soit par Wiggins. Mais je sais pas trop ce qu'est capable de faire Wiggins, jusqu'où il peut gagner le Tour ou pas, je sais pas.
Ouais, enfin, Cadel Evans, il est un peu limite en montagne aussi. Ouais, c'est la montagne aussi qui va jouer un rôle, je pense, cette année. Ouais, mais c'est un tour pour Cadel Evans, hein, ça c'est sûr. Un tour costaud. Donc, on parle de costaud, question-réponse avec bien sûr toujours le Joker à la main. Costaud ou expert? Eh ben, allez, comme ça on grille le Joker et après on peut répondre. Ok. Canal Plus ou Sport Plus? Canal Plus. Football ou handball? Ou j'aurais dû plutôt dire cyclisme ou handball. Et ta première question, c'était quoi? Non, mais celle-là, je l'ai vite fait, je l'ai gommé. Cyclisme ou handball? Est-ce que tu peux préciser ta question? On veut une réponse. Voilà, ce que t'aimes le plus, hein, ce que t'aimes le plus du fond du cœur, bien sûr. Hein. Alors, ce que j'aime le plus, dans quel domaine? Dans le domaine sportif. Alors, ce que je préfère pratiquer, c'est le cyclisme. Ce que je préfère commenter, c'est le handball. L'ambiance que je préfère, c'est le handball. Et l'ampleur émotionnelle du sport, c'est le cyclisme. Voilà. Tu as répondu, on parle vraiment émotionnellement dans cette émission, donc tu as répondu. Feria ou Paris by Night? Pardon, excuse-moi, ça s'est brouillé. Vas-y, dis-moi. Feria de Nîmes ou Paris by Night? Ah, Paris by Night. D'accord. La petite question polémique RTS aussi, Michael Illes ou Benoît Perabou? Allez, Benoît Perabou, parce que c'est lui qui m'a installé mon Skype sur mon ordinateur. Il est technicien aussi, handballeur et technicien. Bon, bah, tu vois, Mika, qu'est-ce qu'il te reste à faire pour avoir des points? Moi, il y connaissait rien. Slip ou caleçon? Caleçon. Et bien sûr, la petite question qui peut nous faire faux bon à nous, RTS ou RTL? Oh bah RTS, parce qu'en plus RTL, j'écoute pas souvent. Merci Frédéric. Et la petite phrase que tous les invités ont la gentillesse de dire pour nous. Ici Frédéric Brandel, bienvenue sur Radio Token Sport. Je dis RTS ou... Oui, vous pouvez dire RTS. Oui, bien sûr, comme tu le sens. Salut à tous, vous écoutez RTS, c'est Frédéric Brindel. Comme vous, je ne peux pas décrocher de cette radio, elle est vraiment bien. Merci Frédéric. Et nous on fait un petit coucou aussi à Laurie Delostal aussi. Oui, alors malheureusement elle n'est pas avec moi, mais écoute, je ferai coucou aussi. Merci bien. Alors, Frédéric, on avait beaucoup de questions. Alors, il y a énormément d'auditeurs qui vous aiment, tout simplement. C'est gentil. Qui vous remercie d'avoir pris une photo, notamment Rafa, là, dernièrement à Toulouse. Vous avez pris une photo avec elle. Elle était ravie. Également, il vous remercie aussi d'avoir donné les horaires de l'avion qui arrivait de Serbie à Paris. Ça a permis aux supporters d'aller voir les joueurs. Donc, énormément de remerciements. On n'a pas pu poser toutes les questions. Par contre, on a un petit défaut à vous lancer, Frédéric Brandel. Ça serait qu'à la prochaine retransmission de Canal, vous nous citiez. Ben, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais je crois même que je l'ai déjà fait d'ailleurs. J'ai déjà fait en parlant de Benoît Perabou, ça c'est sûr. Oui. On l'a fait à Montpellier, exactement. Ouais, je l'ai fait à Montpellier. Oui, mais en ce moment, on parle beaucoup de lui quand même. Un peu trop. Un peu trop à bon goût. Et Frédéric, Mika, je crois que tu avais une petite question, Mika? Non, je disais que par contre, ils avaient dit que Bertrand Gilles avait donné une interview à On News alors que c'était à Handbay. Exact. C'était dans Les Experts sans frontières. Exactement. Oui, on a reçu Bertrand Gilles qui le lundi nous a dit oui, je vais signer à Chambéry et que le jeudi a été officialisé pour Chambéry. Et c'était dans Handbay, effectivement, c'était pas dans News. Mais bon, c'est pas grave, c'est notre partenaire quand même. Écoutez, Frédéric, on vous a pas remercié quand même pour votre distinction.
Vous avez été élu commentateur sportif, donc c'est pas mal. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur ce prix-là? En fait, ce que j'en pense ou ce que j'ai ressenti, comment ça? Ce que vous pensez, et j'imagine que c'est un aboutissement quand même. Oh, non, faut pas le prendre comme ça parce que c'est toujours un peu relatif. Là où ils ont essayé de faire un nouveau système cette année, ce qui fait que, en fait, ils ont fait un sondage auprès d'une population représentative. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que Christian Jean-Pierre et Vicente Lizarazu, pour le duo de commentateurs de football, et devant Grégoire Margoton et Christophe Dugarry, je pense vraiment que Grégoire et Christophe sont peut-être un peu plus pointus et sont a priori pour les gens du football préférés, même si les autres sont bien, mais en revanche, c'était sur un panel représentatif des gens qui ont la télévision. Donc on sait très bien qu'il y a beaucoup plus de gens qui regardent TF1 que Canal+. Et là où je suis assez content, c'est que dans ma catégorie, en fait, ils ont pris un représentant des chaînes de sport, mais auprès des gens qui ont des chaînes de sport. Donc ça veut dire que c'est un sondage Sofres d'une population qui connaît le sport puisque abonné aux chaînes sportives. Donc par rapport aux autres récompenses, j'aime assez la catégorie dans laquelle j'ai été nommé. Et puis non, c'est pas un aboutissement, mais ça fait plaisir parce que en fait, on est passionné quand on fait ce métier. Et on s'enthousiasme quand nos idoles, nos équipes de France, tout ça gagne. Et puis quand c'est nous, on se prend un peu au jeu, qu'on se dit ouais, ça y est, j'ai gagné, voilà quoi. Mais non, je sais pas ce qui serait pour moi l'aboutissement. Je sais pas, ouais, c'est ça par exemple. Je veux dire, quand tu me dis qu'il y a des gens qui me remercient parce qu'ils aiment quand je commente, ça fait vraiment plaisir, c'est un aboutissement. Et puis quand Thierry Gilardi à l'époque, quand je suis rentré d'Athènes pour mes premiers Jeux Olympiques, me dit t'es la révélation des Jeux Olympiques, ou quand Michel Denisot me dit c'est super et qui m'invite dans le grand journal après le titre de champion du monde pour me féliciter, là c'est vraiment ça, c'est génial. Voilà, vraiment. Allez, on va vous laisser un dernier mot de Thomas qui souhaite vous remercier. C'est un futur journaliste peut-être, Thomas. Allez, on laisse faire. Ouais, j'aimerais bien être journaliste sportif, c'est ma passion depuis tout petit. Et donc je voulais vous remercier parce que justement, je me rappelle vos commentaires lors du vélo, du cyclisme à Pékin. J'avais été surpris, j'avais bien aimé, ça m'avait plu. Et puis toutes les émotions que vous nous faites passer, je pense qu'on est plusieurs dans ce cas. Vous vous enthousiasmez pour l'équipe de France et ça sent vraiment l'antenne. Vous avez un bon duo avec Greg Anquetil. Toujours une joie de vous entendre, de vous écouter, de vous voir aussi, puisque vous blaguez pas mal avec les joueurs qu'on a vus. Puis voilà, c'est pour vous remercier de tout ça et nous faire vivre des émotions comme ça. C'est grâce à ça qu'on aime le sport et merci à vous pour toutes ces émotions que vous m'avez fait vivre. Thomas, il y a une chose importante que tu viens de dire, c'est que depuis que tu es petit, tu rêves de faire ce métier. Moi aussi. Ah oui, en fait, depuis l'âge de 10 ans à peu près. Voilà, moi, quand j'étais gamin, je me mettais devant la télévision et puis je m'amusais à commenter. Donc j'ai mon oncle l'autre fois qui m'a ressorti une cassette, les vieilles cassettes où je m'amuse à commenter et j'ai 7, 8, 9 ans quoi. Voilà, donc ça c'est déjà la base quoi. C'est-à-dire, si tu as la passion, là ça aide pas mal. Oui, parce que je fais une école pour ça. Après, j'espère que ça aboutira. Voilà. Bon courage. Merci. T'es sur Andé quand même, donc déjà. Ouais, donc c'est pas mal. Merci Frédéric d'avoir été avec nous pendant 3 quarts d'heure. C'est vraiment gentil. Et puis prochain match sur Canal, ça sera. C'est un peu spécial parce que c'est le mardi 13 en fait, à cause des programmations des uns et des autres. Alors il y a à la fois le foot le jeudi, mais il y avait aussi un problème de disponibilité des équipes, tout ça. Donc c'est Toulouse-Saint-Raphaël le mardi 13. On sera à l'antenne, Frédéric. Avec plaisir. Et merci Frédéric Bradel d'avoir été avec nous pendant 3 quarts d'heure. On n'a pas pu poser toutes les questions, mais c'était super sympa. Merci. À la prochaine. Salut à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir. Merci Frédéric. Ben, je pense qu'on a quand même le temps
de faire vite fait ton petit édito, on va pas le manquer. Le temps pour moi de passer le fameux petit jingle d'édito de la semaine de Benoît Perramou. Allez, hop, c'est parti. Hop, ne bouge pas, tu vas l'avoir dans 30 secondes. C'est parti et c'est tout de suite sur Radio Talk and Sport, l'édito de la semaine de Benoît Perramou. Voilà, on l'a pas entendu, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. À toi de jouer, Benoît. Eh ben, écoute, c'était pour mettre une marque à l'honneur. Alors, je sais pas si ça se fait, mais en tout cas, moi, je vais le faire parce que c'est une marque d'équipement sportif. C'est Salming, qui est très répandue en Espagne et en Allemagne et qui va essayer de s'implanter sur le territoire français. Donc, je vais travailler avec eux et donc c'était un peu pour mettre à l'honneur cette marque qui est une marque spécialisée dans le handball et dans le floorball. C'est le hockey en salle, enfin bref. Mais c'est surtout voilà une marque de qualité avec vraiment des équipements de très bonne facture et donc j'espère que grâce à elle cette marque va pouvoir se développer comme elle se doit. Voilà. Salming, ça s'appelle. Bon bah vous êtes écoutez vous allez bientôt peut-être sur notre site. Voilà, alors un appel du CSA qui nous dit qu'on n'a pas le droit. Voilà, donc j'entends les sirènes arriver, je sais pas c'est pour qui. donc c'était notre dernière émission, messieurs. Non, si vous venez de prendre en cours, vous êtes encore nombreux à nous écouter. Vous avez eu Frédéric Branel et sans oublier Nicolas qui était avec nous en début d'émission. Bon bah messieurs, on a un peu débordé de 20 minutes. Mika, j'espère que ton four micro-ondes est prêt pour faire réchauffer un peu tout ça. Prochain match, Mika, c'est quand? Là, on a encore une semaine à rien faire et on aura 3 matchs d'affilée. Donc, on va jouer Massy à la maison, on va aller jouer à Saintes et je me rappelle plus du 3e. Mais on a 3 matchs à enchaîner où il faudrait gagner pour continuer à rester dans l'objectif. Alors pour le 19, Benoît, on reçoit pour l'ouverture de notre nouveau site un invité d'honneur, je crois. On reçoit tout simplement notre parrain, Jérôme Fernandez, qui aura l'amabilité de faire le lancement de notre tout nouveau site handball. Et pour toi, le prochain match, Benoît, c'est contre un petit club, je sais, Montpellier, je crois, non? Petit club du Sud, ouais. On a un match de travail cette semaine contre Ponto. Et mercredi 14, donc l'affiche Tremblay-Montpellier. En espérant. Il y a une soirée pour le lancement du site ou comment ça se passe? Ouais, on va tous chez toi. D'accord. Il y a raclette. Soirée raclette chez Michael S. Donc vous allez retrouver son numéro de téléphone et son adresse sur le site tout à l'heure. Hein. N'oubliez pas les cornichons. Donc Monsieur Jérôme Fernandez, le 19 sur notre antenne pour l'ouverture du site. D'ailleurs, Mika, on aura besoin d'une photo de ton meilleur profil et description quand même. Et quant à nous, on va parler aussi de l'association qui va pas parler à voir le jour. Thomas, je te demande pas de prochain match, je te demande, toi t'es en vacances, toi t'es tranquille. De quoi je suis en vacances? Non, j'ai repris les cours aujourd'hui là. Ah, t'as repris les cours aujourd'hui. Ouais. Ouais. Puis Stan, à demain, c'est liberté pour les autres. Voire même après-demain. Ouais, voire après-demain, pourquoi pas. Ouais, ce serait plus simple hein, pour ceux qui nous suivent tous les mercredis. Comme je disais en off, hein, pendant qu'on essayait de meubler un petit peu et que tu te la faisais en solo, que cette semaine, j'aurai normalement notre ami joyeux supporter de Tremblay, donc qui nous dira un petit peu Pascal, les temps forts, les temps faibles, un petit peu d'être supporter de hand. Nous aurons aussi des Niçois, des Marseillais. On va essayer d'avoir le maximum de monde, donc encore une bonne émission mercredi. Alors n'oubliez pas, demain, c'est le débrief du National avec Cyril Noyer de Fréjus qui a été l'invité d'Emeric, et puis suivi de Quand on aime le foot, on parle foot, le nouveau débat de RTS. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre, et puis pour Andé, c'est à la semaine prochaine avec des nombreux invités, bien entendu, pas mal de surprises. Allez, bonne soirée à tous, chers auditeurs, et je vous dis à lundi prochain pour Andé. Ciao. Ciao.